Pierre. Bonsoir. Plutôt, bonjour. Oui, je vais faire une petite présentation et ensuite je vous donne la parole. Let me introduce him very briefly as perhaps the major world figure in sociology. He's a graduate of the École Normale and holds today the chair in sociology at the Collège de France. He's the author of at least 29 books and dozens of articles and monographs. So, without further ado, Professor Pierre Bourdieu. Bon, Pierre, vous voulez commencer alors. I would like first to thank Edward Said for his invitation to participate in this debate and for these kind words of introduction. I regret that I could not be with you in Chicago on this day due to ill health. Oh là là, c'est terrible d'avoir le trac comme ça. J'ai la bouche complètement sèche, c'est affreux. Heureusement que j'avais un peu à boire, mais c'est incroyable. Oh. Le plaisir est passé. Ouais, c'est dur. Mais c'est affreux d'avoir un trac comme ça. Mais ça, c'est l'insécurité linguistique, ça redouble. En français, ça aurait pas été pas pareil, enfin, c'est la vie. Nous refusons aujourd'hui cette logique insupportable, cette logique de l'argent qui est en train de tout broyer, cette logique de l'argent qui est en train de faire de chaque citoyen un exclu en puissance. Aujourd'hui, nous sommes là pour refuser le diktat de l'argent, pour dire que les citoyens doivent reprendre le pouvoir. Mais ici, devant vous, avant de rentrer dans le tribunal, l'ensemble des inculpés font le serment que si la justice française ne permet pas au débat d'avoir lieu, si ça veut dire que si on empêche les témoins de parler, si on empêche les paysans d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie ou des États-Unis de s'exprimer, eh bien nous quitterons la salle, nous n'avons rien à faire de cette justice. Tout un questionnement autour de ça, comment, moi j'ai fait des études de sociologie, j'ai toujours fonctionné par passion jusqu'à maintenant, j'arrive à 32 ans, comment vivre, c'est passionnant, mais bon, c'est à vous que je dois cette situation finalement, souvent je me dis, vous avez été le détonateur, et puis surtout le révélateur de tout ce, moi ce qui m'a le plus marqué en vous, je comprends maintenant pourquoi j'ai tant aimé dès le début vos écrits, à quel point j'avais plein de choses que je me croyais libre et je ne l'étais pas du tout, de toute la violence symbolique, tout ça. Moi, je vis exactement ce que vous écrivez et puis j'en finis pas depuis 15 ans. Alors, des moments, j'adore, je vous dois de grands merci, des moments, je suis énervée contre vous. Ben oui, j'ai une grosse passion. Et puis, tout ce qui se dit maintenant, vous êtes tellement médiatisé, ça m'énerve, tout ce qui se dit autour de vous, tellement maintenant. Avant, il y a 15 ans, je me rappelle, quand je disais Bourdieu, personne ne connaissait. Et maintenant, c'est d'un ridicule de dire Bourdieu. C'est drôlement intéressant pour vous d'analyser ça sûrement aussi. En tout cas, vous faites un travail subversif parce que vous faites des gens qui sont ici d'ailleurs. Il va se passer des choses, vous allez voir. Je vous ai écouté, puisque vous disiez sur la culture. Donc il y en a eu une petite réunion. D'ailleurs, je vous laisse, excusez-moi, mais il y a 3 ans, j'avais été à un truc qui m'a vraiment marqué. Vous y étiez, c'est pas de ma faute. À Grenoble, c'était ce qu'il y avait eu les rencontres. Et ça a été aussi un grand moment. Mais vraiment, vous représentez, il y a 2-3 personnes vraiment
fait, j'ai deux mythes vivants, c'est Karena et bon. Ah, Chacun dans l'autre. Oh, un bisou. Salut. Je veux la caméra. Non, mais merci. Adieu. Bonjour Dominique, ça va? Ça va bien? Ça va? Merci. Stage de voix, c'est ça? C'est le jingle. Sociologie, études scientifiques des phénomènes sociaux chez les humains. Attention. Mercredi 1er décembre, 18h-19h sur RDC 95.5 FM, spécial Pierre Bourdieu. Alors Pierre Bourdieu, pour moi d'abord, il y a une urgence, une nécessité. Ne pas se laisser impressionner par les mots, être nature. Dites-moi tout de suite ce que c'est qu'être sociologue. Vous faites quoi Pierre Bourdieu? Et si j'osais, vous savez à quoi? Oui, j'ai entendu là une définition qui a été donnée un peu ironiquement. Je l'ai notée, sociologie, études scientifiques des phénomènes sociaux chez les humains. Exact. Bon, alors je pense que ceux qui ont entendu la définition n'ont rien compris, moi non plus. C'est une définition, comme la plupart des définitions de dictionnaire, qui est complètement tautologique, qui dit deux fois la même chose. Alors je vais essayer de dire un petit peu mieux, que ce soit pas très facile. Bon, le sociologue, enfin tous les scientifiques, essaient d'établir des lois, c'est-à-dire des régularités, des manières d'être régulières, et d'en définir les principes. Pourquoi les gens ne font pas n'importe quoi? Pourquoi ils font ce qu'ils font? Pourquoi, par exemple, les fils de professeurs réussissent mieux à l'école que les fils d'ouvriers? Alors, pourquoi, ça veut dire essentiellement comment ça se fait que, voilà. Comment ça se fait que ça se passe comme ça, voilà. Comment ça se fait que ça se passe comme ça dans le monde social, et pas autrement. 18h24 sur RDC 95.5 FM, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, spécial Pierre Bourdieu aujourd'hui, donc qui est avec nous en direct. Pierre Bourdieu, votre œuvre considérable repose sur une idée forte, la reproduction sociale, tandis que vous avez mis au point des outils d'interprétation incontestables, efficaces. Bref, expliquez-nous tout, à nous qui ne sommes pas forcément pas des familiers de vos œuvres, de votre œuvre. Qu'est-ce que l'inégalité sociale et pourquoi existe-t-elle? Et d'une certaine manière, à quoi sert-elle et comment finit-elle donc par se légitimer? Vaste problème, Oui. mais c'est légitime. Hein. Alors, L'inégalité, ça sert à quelque chose? alors ça, c'est un très gros problème. C'est très discuté, très difficile. Alors je commence par ce que vous avez dit, la reproduction sociale. La reproduction sociale. En fait, une chose, me semble-t-il, importante que j'ai essayé de montrer, c'est que le monde social n'est pas une espèce de mouvement perpétuel, de changement permanent. Au temps où j'ai commencé à m'occuper de sociologie, un des mots que les sociologues, entre guillemets, avaient le plus souvent à la bouche, c'est le mot de mutation. Tout est en mutation, ça change, ça change. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on dit les femmes changent, les hommes changent, les femmes changent parce que les hommes changent, etc. Tout change, tout change, tout change. Et alors, moi, j'ai eu très vite l'impression que il y a des stabilités, de l'inertie. Alors j'ai essayé par des techniques statistiques, enfin d'une part d'établir ces inerties, ces constantes, qui d'ailleurs rendent la science possible. C'est parce qu'il y a des constantes qu'on peut comprendre. Bon. Et aussi de les expliquer, c'est-à-dire de comprendre pourquoi c'est comme ça. Alors, on arrive à l'inégalité. Bon, alors, parmi les facteurs de stabilité, de permanence, il y a évidemment la transmission du capital. Bon, le papa riche, on peut donner de l'argent à son fils pour qu'il crée une entreprise. Bon, par exemple, si il fait des études pas terribles, il a tout raté, même une petite école commerciale, comme font les fils à papa aujourd'hui, le papa peut lui donner un pécule et puis il démarre. Bon, alors celui qui n'a pas, et du coup, il va se reproduire, il tombera pas, il ne deviendra pas ouvrier, etc. Bon. Voilà. Alors,
Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a une autre forme de capital. Laquelle qui est ce que j'appelle le capital culturel, c'est-à-dire... Alors c'est quoi le capital? C'est plus difficile à définir. Bon, c'est d'abord la langue, c'est une certaine maîtrise de la langue, la langue française, mais la bonne langue française. Bien sûr, tout le monde parle la langue française en France, même les immigrés qui sont là depuis un an, ils parlent la langue française. Mais c'est une langue française qui n'a pas de valeur sur le marché scolaire. Bon, si vous parlez cette langue-là, vous aurez 0. Bon. Alors, c'est la langue, c'est bon, tout ce qui va avec, c'est ce qui s'acquiert bon, dans les familles cultivées, c'est ce qui s'acquiert en écoutant papa raconter des histoires, en lisant les livres, en allant, je sais pas, même les livres d'enfants, etc. Bon, alors ça, c'est un capital, c'est-à-dire ce sont des ressources rares, inégalement distribuées, il y en a qui en ont plus que d'autres, et qui, du fait de cette inégalité de distribution, donnent des profits. Bon, c'est des profits de rareté. Si tout le monde avait la même quantité, si tout le monde parlait parfaitement le français, sans accent, il n'y aurait aucun mérite à parler français, donc ça n'aurait pas d'effet. Bon. C'est parce qu'il y a des différences que ça paye de bien parler le français. Bon, par exemple, un très beau travail qui a été fait par une sociologue américaine qui a montré que les enfants de classe moyenne, comme disent les Américains, ça veut dire bourgeoisie, les enfants de la bourgeoisie, savent bien donner à la maîtresse ce qu'elle veut. Bon, ils savent, bon, parce qu'ils sont du même milieu, leur maman fait pareil, etc. Alors la maîtresse leur dit mon chéri, mon mignon, mon poussin, etc. Alors ils sont contents, ils savent, voilà, bon, et du coup, ils sont bien vus, hein, comme on dit, et bon, ils ont de bonnes notes, et donc ils sont contents, donc ça, voilà. Donc il y a ça, il y a les facteurs qui tiennent au fait qu'il y a des pré-savoirs qui ne sont pas nécessairement scolaires, qui sont aussi importants. C'est comment se tenir, comment arriver, ne pas jeter le cartable par terre, etc. Tenir son cahier propre, etc. Trucs. Bon, voilà. Il y a ça. Et alors l'autre chose aussi, c'est assez lié à ça, c'est notre facteur, c'est à capital culturel égal. Il y a un autre facteur d'inégalité, c'est la bonne volonté à l'égard du système scolaire. Bon, ce que on appelle la docilité. Docilité, c'est le mot qui vient du latin. Docilis, ça veut dire qui se laisse instruire. Bon, alors, par exemple, la différence de réussite entre les filles et les garçons au niveau élémentaire, me semble-t-il. Enfin, les filles réussissent mieux que les garçons. Voilà, les filles réussissent mieux que les garçons. Moi, jusqu'à un niveau assez élevé de l'enseignement secondaire, en grande part, à toutes choses égales d'ailleurs, parce qu'elles ont plus de docilité. Alors ça peut dire que c'est dans la nature des filles, c'est parce qu'elles sont dressées de manière à être dociles, et elles sont plus préparées à donner au système scolaire ce qu'il demande, c'est-à-dire de la bonne volonté, elle se regarde la maîtresse comme il faut, ou le maître, et ça paye, c'est récompensé. Étant récompensé, ça renforce l'incitation, etc. Voilà. Donc on a une. Alors bon, j'ai donné quelques facteurs, mais c'est beaucoup plus compliqué pour. Et les hommes, par contre, eux, ils sont plus rétifs. Ils ont du point d'honneur. Enfin, en ce sens, c'est plus dur pour eux. Bon, enfin bref, ça serait long. Là, je vais dire des choses trop simples et qui risquent de paraître fausses. Mais voilà. Alors, le capital culturel est un élément très très important, et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les sociétés contemporaines, développées, mais même les autres, la reproduction des inégalités se fait de plus en plus à travers la transmission du capital culturel. Et alors ça, ce sont des choses qui, par exemple, encore une fois, quand j'ai commencé à travailler, on disait la mobilité sociale, les États-Unis sont le pays de la mobilité, une génération, self-made men, etc., etc. Bon, c'est du bidon, c'est du pipeau. Il y a eu des travaux en partie inspirés par ce que j'ai fait ici en France, qui ont montré qu'aux États-Unis, les inégalités liées au capital culturel sont encore plus grandes qu'en France, dans la mesure où l'accès aux grandes universités est doublement contrôlé par le capital, d'une part par le capital économique, que les études valent très cher, et d'autre part par le capital culturel, parce que comme ici, ça se transmet à travers les familles. Bon, c'est pareil au Japon. Une étude a été faite par un de mes élèves à l'université de Todai, où on trouve les fils de samouraïs. Voilà. Bon, je reviens à la question que vous avez posée tout à l'heure. Il y a des inégalités. Bon, ces inégalités, elles tendent à se perpétuer. Je ne dis pas qu'elles se perpétuent automatiquement. Mais vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. L'inégalité, ça sert à quelque chose? Au fond, c'est un problème, j'allais dire métaphysique. C'est un problème sur lequel un sociologue n'a pas tellement à prendre position.
On connaît les sociétés, il y en a au moins une qui a été étudiée par une ethnologue de mes amis, Marie Douglas. C'est une petite société où il y a pratiquement pas de différence. Bon, pratiquement, c'est une société archaïque. Bon, il n'y a pratiquement pas de différence et ça marche très bien. Bon, ça marche très bien. Bon, alors c'est une réponse de fait, mais bon, j'écarte cette question. C'est un objet de discussion, mais je pense qu'on ne peut pas y répondre. On l'écarte parce que c'est compliqué. Voilà, on l'écarte, c'est pas parce compliqué. que vous voulez pas répondre à la question. Non, on l'écarte parce que c'est compliqué, parce que je ne peux pas y répondre. Je peux pas y Pourquoi si répondre. c'est compliqué, Pierre Bourdieu? Vous pouvez nous expliquer tout simplement, nous C'est un éclaircir. enjeu politique très important. Voilà, c'est un enjeu politique et c'est pas nécessairement un enjeu scientifique. Et très souvent, pour poser les bonnes questions scientifiques, il faut écarter les questions politiques. Il y a derrière ces questions des enjeux politiques et en particulier des enjeux de légitimation. Vous avez prononcé ce mot. Il y a des gens qui voudraient légitimer, c'est-à-dire rendre juste. Oui, comment finit-elle par se inégalités. légitimer, tout ça. Voilà. Pardon? Non, je disais, c'était la question que je vous posais. Oui, tout à c'est ça. l'heure. Voilà, c'est ça. Et ils veulent, au fond, ce sont des gens qui disent, en gros, c'est les dominants qui disent que les inégalités, bon, c'est les dominants, ceux qui ont intérêt à dire que c'est bien que ce soit inégal. Bon. Voilà. Alors ça, c'est un des grands principes que empiriquement validés. Enfin, les gens ont tendance à dire que les choses sont bien quand elles vont bien pour eux. Enfin, voilà, ça, c'est une loi sociale pas très compliquée, mais qui est vraie. Alors qui est importante pour se défendre. Quand quelqu'un vous dit dans un débat comme ça, oh là 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 là, dites-vous, ah, il me dit ça, quels déterminants sociaux, quelle raison sociale il a de me dire ça? Si c'est un curé qui nous dit sans la religion il n'y a pas de salut, bah oui, on va bien, c'est son job qui en dépend. Bon. Si c'est, enfin, je simplifie, je caricature un peu, mais il y a souvent de ça voilà. C'est une loi simple mais très utile comme instrument de self-défense. Et je dis souvent la sociologie est un sport de combat. C'est un sport de combat, ça sert surtout... La sociologie, c'est un sport de combat. Oui, c'est un sport de combat qui, comme les sports de combat, on s'en sert pour se défendre, essentiellement, et on n'a pas le droit de s'en servir pour faire des mauvais coups. C'est que... Merci Pierre Bourdieu. J'oublie pas. Ça y est, j'ai fait une photocopie. Vous me direz pour Leroux et Rouennais. Ah oui, d'accord. Marie-Christine a dit que vous étiez libre tous les jours, sauf lundi. Lundi matin, vous avez séminaire. En début d'après-midi, moi, ça m'arrange bien. N'importe quel jour en début d'après-midi. Oui. D'accord. D'accord. Oui, non, laissez. Comme ça, je vous vois. Bon, ça y est, Marie-Christine. Une adresse. On fait juste le début pour voir si ça vaut la peine. Je m'assieds à côté de vous, Marie-Christine? Oui. D'accord. Ah, c'est pour le... C'est pour le Sayad? Oui. Mais vous en avez... Non, je veux juste voir ce que c'est. C'est pas terrible, mais... Quelle heure il est? Moi, je ne veux pas la foutre. 5 heures. Ça va être Martinet là aussi, dans vos archives. Vous êtes favorable à la grève des cheminots, je crois. Oui. Je vous maudis en ce moment. Non, je vous plains beaucoup, mais moi j'ai été victime. J'étais à Versailles, et puis on m'a dit il n'y a plus de train. J'ai très bien pris, ils ont raison. C'était une fois peut-être. C'était le tout début. C'est vrai que si ça me faisait ça tous les matins... Voilà, on se fatigue un peu. Ouais, je m'énerverais peut-être. Ça dépend si c'est pour travailler ou pour du loisir. Si c'est pour visiter le château de Versailles ou si c'est pour... C'est pas... Non, je ne veux pas être méchant. Allez faire un tour. Votre journée de travail est finie, Madame Christin. Merci. Hein? Vous pouvez rentrer chez vous. Au D'accord? revoir. Bon, on commence par le chapitre 1. Qu'est-ce qu'elle me fait voir? Vous trouvez pas qu'elle est terrible? Oui. Alors, qu'est-ce que je dois voir, moi? Quel chapitre?
Cabotine. Oui, elle cabotine, non, elle en joue, quoi. Mais c'est foutu le mec. Mais on a des rapports comme ça, il faut dire. Hein. C'est pas. On est toujours en train de s'insulter. C'est vrai que je sais pas comment dire, on a beaucoup d'occasions de se disputer, quoi. Pas gravement, mais on est tout le temps en train. Alors c'est bien parce que comme ça, il n'y a pas de. Je sais pas comment dire, c'est jamais violent, mais c'est pas non plus de la politesse à la con, quoi. On s'envoie les trucs. Moi j'aime bien ça. Et elle, je crois pas qu'elle en souffre beaucoup. Voilà. Vous avez un nom français, vous êtes, oui, ma famille. Ah, votre famille. Mon arrière-arrière-grand-père, je Ma pense. collaboratrice s'appelle Rivière. Aussi? Oui. Con mucho afecto para un gran maestro. Oh, Ah, it's too much. Ah, non, pas du tout. Écoutez, pour les gens, j'ai décidé de... Merci. J'ai décidé d'écrire aussi parce que ça encourage les gens. Merci. Dans le... Pourquoi on dit que vous êtes dans les Pays Basques français, mais je l'ai Non, quelque c'est le part. Béarn. B-E-A-R-N. C'est un petit, une petite province tout près des Pyrénées. Ah. Et voilà. C'est tout près du Pays Basque. On confond souvent, mais c'est très différent. Et en Béarn, on parle le gascon, qui est très proche du catalan. Voilà. Et alors, voilà. vous étiez né dans quelle sorte de famille? Mon père était... il était d'abord paysan et après il était facteur, enfin tout petit fonctionnaire. Et vous avez étudié la sociologie, pourquoi? Comme ça, je ne sais pas, peu à peu. Et alors, dans les livres de la domination masculine, on pourrait penser que aussi les hommes, ce sont des victimes de cette domination. Oui. Alors, c'est inexplicable pourquoi ils ne changent pas. Ils ne peuvent pas. Oui, alors il ne faut pas exagérer, ils sont victimes relatives, enfin, ils sont, enfin, comme je dis, je sais plus, c'est une phrase, je ne sais pas si c'est Virginia Woolf, je crois que c'est elle qui dit ça, ils ont le beau rôle. Comme on dit en français, on dit, ah oui, il a le beau rôle, ça veut dire qu'il est visible, enfin oui, comme une pièce de théâtre, quoi. Ils ont le rôle principal. Alors ça a beaucoup d'avantages, ils sont visibles, les femmes sont invisibles, ils parlent, les femmes se taisent, enfin, bref, ils ont tout ça, mais en même temps, le beau rôle est très coûteux. Voilà, alors maintenant, pourquoi ça ne change pas? Enfin, pourquoi ça ne change pas? C'est bien sûr que ça change, mais beaucoup moins qu'on ne pourrait croire. C'est que c'est très profondément inconscient. En français, on dit toujours c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. On dit, oui. Voilà, c'est exactement ça. C'est la fatalité. Oui, c'est plus fort que moi, ça veut dire ça. Je ne peux pas m'empêcher. C'est plus fort que moi quand dire oui. Je sais, ma mère, quand elle est vieille, quand je l'ai engueulée, elle me dit à mon âge, tu ne me changeras pas. C'est plus fort que moi. Comment vivez-vous tout ça? Moi? Parce que vous croyez que vous êtes machiste? Non. Bon, un peu, forcément. Forcément, il en reste toujours. Dans les structures. Oui, il en reste toujours. Sinon ce que je dirais est faux. Je vous propose une chose pour la rapidité. Je vous fais la question en castellano y vous répondez en français, ¿ça va? ¿Es verdad que usted ha dicho que no se puede esperar un comportamiento apropiado de una mujer que va con faldas? Esto lo ha dicho usted. Non, enfin, ça c'est pas moi qui le dis, c'est un très beau travail d'une femme américaine qui a analysé, elle a dit imaginez tous les gestes que vous dites, voilà, parle à un homme, il dit imaginez que vous avez une jupe plutôt courte et que vous devez ramasser un truc par terre. Voilà, elle fait l'exercice de gymnastique pour un homme. C'est magnifique, c'est un travail magnifique. Et ça rend conscient des choses que même les femmes n'ont pas conscience de faire, de ne pas faire. Es decir, las mujeres no tenemos plena conciencia de ser seres dominados, según usted. Je pense que non. C'est en grande partie, c'est ça la domination symbolique. C'est une domination qui marche dans la mesure où le dominé n'a pas pleinement conscience de subir la domination. Et de ce fait,
est complice en partie de la domination qu'il subit. Voilà. Señor Bourdieu, en esta estructura, el hombre también debería dar un paso. ¿Usted cree que debe dar un paso? Oui, alors, mais moi je ne parle pas en termes... Voilà, ça c'est le problème du sociologue, c'est pour ça que je parais triste, pessimiste et déterministe. Oui, je ne dis jamais il devrait, je dis il faut faire en sorte qu'il soit obligé. Voilà, c'est tout. Alors bon, il y a des hommes de bonne volonté, beaucoup d'hommes. Moi, mon livre a été lu par beaucoup d'hommes qui m'ont dit c'est dur de lire ça. Bon, voilà. Mais eux aussi sont inconscients. Alors il y a tout le chapitre que j'ai fait sur Virginia Woolf, que j'ai fait exprès, parce que c'est une des grandes théoriciennes du féminisme, et qui a dit des choses formidables, à mon avis, au fond, la souffrance du dominant. Alors comme c'était dit par une grande féministe, je pouvais le dire, il y a une phrase de Marx qui s'applique très bien aux hommes. Marx dit « le dominant est dominé par sa domination ». C'est une très belle phrase. Et je pense que le dominant masculin, alors ici, dans un pays de Punto d'Honneur, les hommes souffrent du machisme, d'espèce de devoir de virilité, qui est une charge terrible. Vous croyez Vous êtes machiste ou pas du tout? Non, je crois pas. mais je pense que c'est une charge terrible. Si on faisait la liste de toutes les choses que les hommes sont obligés de faire vis-à-vis d'eux-mêmes, etc., et qui les embêtent, ce serait énorme. Voilà. La guerre, par exemple. Dans les sociétés archaïques, la guerre, c'est un travail d'homme. Voilà. Señor Bourdieu, una de las críticas que le hacen es que remarca los valores masculinos, pero muy poco los valores femeninos. En síntesis, usted me puede decir cuál es el valor del eterno femenino, cuáles son los valores de las mujeres. Ça encore, c'est quelque chose que je ne veux pas faire, parce que je dis pas les valeurs masculines. Pas comme sociologue, comment? Ah, comment? Non, ce qui est très difficile, ça c'est un problème très difficile. Bon, moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle les valeurs féminines. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'elles sont le produit de la domination, en grande partie. Bon, voilà. ¿No hay ningún propio? Si, pas dans la nature des femmes. Dans l'état actuel de la situation des femmes, les femmes ont des propriétés qui me sont beaucoup plus sympathiques que celles des hommes. Voilà. À titre personnel, je peux dire ça. Des propriétés, des caractéristiques. Des caractéristiques. Elles sont plus modestes, elles sont plus effacées, elles sont plus intuitives, plus attentionnées, elles s'intéressent plus aux autres. Elles sont... Oui, voilà, mais ça, enfin, il ne faut pas dire comme ça, elles ont plus de chances d'être ça. Hein. Il faut penser toujours statistiquement, ça a l'air, mais c'est précis. Elles ont plus de chances d'être comme ça, toutes choses égales d'ailleurs, qu'un homme. Voilà. Et ça, c'est très bien. Autre exemple, elles ont plus de chances d'être dociles à l'école. Alors docile, c'est le latin docilis, ça veut dire qui apprend bien. Bon. Alors, en français, docile, ça veut dire en même temps soumis, gentil, qui ne se révolte pas. Voilà. Et un secret de la félicité, je sais que vous avez parlé quelquefois de la félicité. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être heureux? Ça, je ne sais pas. Là, vraiment, je n'ai pas de réponse à ça. Non. Un sociologue ne donne pas des réponses comme ça, ne donne d'espoir. Seulement montre la loi. Il peut dire un peu, mais à titre personnel, c'est pas en tant que sociologue. À titre personnel alors on peut parler 3 heures. Oui, c'est à titre personnel. Il faut faire le tout petit peu qu'on peut pour changer les choses. Voilà. Oui, voilà, je pense que c'est quand même ça. On a une petite marge de liberté, chacun de nous. Il faut faire que chacun fasse ce tout petit peu pour échapper aux lois, aux nécessités, au déterminisme. Voilà, je pourrais développer ça. Mais... D'accord. Merci beaucoup. Voilà.
Voilà, donc le balcon. Alors, 1868, bon, je dis ça pour l'anecdote, c'est le premier tableau de peinture que j'ai vu. J'étais tout petit, dans un numéro de l'Illustration. Il y avait ce tableau, le balcon, bon, qui m'est resté toujours très, très cher. Voilà, ça m'avait beaucoup surpris qu'on puisse représenter le monde comme ça. Alors, je vais très vite, là, il me reste, oui, bon, finalement, je crois que je ne vous parlerai pas de la chose dont j'aurais pu parler très longtemps, qui est le bar aux Folies Bergères. Bon, ça va être un peu bousculé la fin, mais tant pis. Le chemin de fer. Alors bon, là, c'est la lecture formaliste s'impose. Au premier regard, la grille qui matérialise la composition. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que la grille aussi segmente l'espace social. Là, on est du côté des flâneurs bourgeois. Bon, la femme lit un livre, elle s'est assise avec une petite fille. Est-ce qu'elle est gouvernante? Est-ce qu'elle est, en tout cas, on est dans le monde de la bourgeoisie. Puis la grille sépare du monde du travail qui est de l'autre côté. C'est pas, je pense, c'est pas de la littérature. Enfin, c'est vrai. Bon. Et c'est la destruction de la figure de la maternité en présentant une mère, si tant est que ce soit ça, distraite, enfin, qui regarde ailleurs, peut-être qu'elle regarde le passant, elle n'est pas présente à son travail de mère. Bon, et voilà. Et ça, c'est une lecture féministe qui m'a, je n'ai pas trouvé ça tout seul, qui m'a paru très juste. Et alors on voit comment mon modèle théorique, enfin, qu'il faut toujours penser un tableau par rapport à l'espace des tableaux compossibles. Enfin, autrement, faire une chose comme on l'a fait, c'est toujours ne pas la faire comme d'autres la font. Hein, et alors, sans nécessairement chercher à se distinguer. Mais c'est en tout cas pour comprendre pourquoi. Pour comprendre ce que fait quelqu'un qui fait quelque chose, il faut comprendre qu'il ne fait pas autre chose. Voilà, c'est aussi bête que ça. Alors ça, c'est une leçon du structuralisme. Pour comprendre un phonème, c'est dans un espace des phonèmes. Ayant dit ça, j'en viens au Manet concret. Alors, je vais l'évoquer très vite. Bon, il va répondre à une série de défis. Il se construit contre l'académisme, évidemment. Il se construit contre le romantisme, contre Delacroix qu'il a copié. Il se construit contre les formes de la tradition. Et plus, à la fin, il se construira même contre l'impressionnisme. Voilà. Il passe son temps à se démarquer, comme on dit en football. Voilà. Mais pas nécessairement dans une logique que je veux être différent, je veux être distingué. Pas du tout, pas du tout. Il est distingué par surcroît. Hein. Bon. Oui, ça donne l'année de publication de l'œuvre. Ou du compte-rendu. Du compte-rendu. Non, c'est du compte-rendu, ce que je veux dire. Martin Dugard, c'est avant, Monnier, c'est avant, Mauriato, non, Pagnol, c'est avant, Suarez, c'est avant, Ursula, c'est après. Bon. Alors après, Faye, bon, c'est après, Gary, Guillou, c'est, je sais pas, il faut voir, je sais pas bien. Mauriac, ce sont les Grasset. Puis voilà, Fayard. Mais comment c'est foutu ça? Il n'y a pas Beckett, il n'y a pas Simon. Qu'est-ce que c'est ce travail? Il n'y a pas Beckett, il n'y a pas Simon là. Attendez, il y a peut-être perdu un Mauriac. Mais quand même il faut que je fasse tout moi-même. Non, faites pas semblant. Oh. Oh, elle est dégueulasse. C'est pour la télé. Oui, aussitôt, elle utilise. C'est très bien ça. Elle utilise. Ah oui, elle est dégueulasse. Non, mais ça vous pose pas de problème? Je vais aller travailler avec une personne moins rusée, moins tordue, hein, pour donner une bonne image. Dites, ça vous pose pas de problème que ce soit un livre de 84 Mais non, il n'y a pas autre chose. Bordel, c'est pas un problème, il n'y a pas le choix. Il doit y avoir des livres plus récents. Mais on l'a pas, mon vieux. Mon hypothèse, c'est que les gens qui sont là avec des yourtes forts. Ah. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de réponse à attendre, non? Je pense pas. Je pense que c'est lui qui me donne. D'accord. Merci. De qui c'est? De Jean-Luc Godard? Bon, c'est en jeu, hein. C'est mystérieux, hein, comme tout ce qu'il fait. Ah oui, ça c'est les extraits de son film, ça. Vous savez, de L'histoire du cinéma? Ça s'appelle l'histoire avec un S du cinéma.
il a un certain talent quand même. Je comprends rien. C'est vrai, c'est embêtant. Non, je trouve ça assez beau, mais je comprends. Je suis pas poète, quoi. C'est vrai que la poésie, c'est un autre moyen de percevoir intuitivement les choses. Oui. Non, je pense qu'il veut dire quelque chose. Je ne suspecte pas dans ce cas-là. Il veut dire quelque chose. Voilà. Oui, c'est un autobus. Alors, il y a un autobus sur lequel il y a une affiche My Girl. Voilà, et il dit... Je me suis demandé en face de ce document montrant des passagers dans un transport public si nous y voyions bien la même chose et si par conséquence, par la suite, nous pouvions prétendre essayer de raconter ensemble la même histoire, en principe la vraie. Il me semble, hélas pour nous, et trop de Kosovars en tout genre et lieu, que non. My Girl vous le dira, le rendez-vous d'amour de la vérité a été mal préparé, autant en emporte le vent, dira la mauvaise langue. Et bonne nuit, les dormeurs, ce gentilhomme de film, dont la majorité d'entre nous n'a pas entendu ce que vous dénommez défaite le nom, discours politique. Voilà. Ce gentilhomme de film, dont la majorité d'entre vous n'a pas entendu ce que vous dénommez discours politique. Vous comprenez, vous? Pas vraiment, mais j'ai pas lu l'intégralité du courrier. Mais c'est tout, il n'y a rien de plus, je vous ai tout dit. En tout cas, il vous semble, hein, si vous ne comprenez pas la même chose à partir de cette image-là, vous ne serez pas en mesure de discuter. C'est ça. Non, mais c'est ça. Ça j'ai compris. Mais après, quand il dit... Bon, enfin, bref. Ça risque d'être un dialogue de sourds, alors. Le déjeuner avec... Mais dès l'origine. Difficile. Ah, pauvre Bourdieu. Non, alors si vous faites ça, vous allez m'intimider, alors ça va être affreux. Non, fais attention. Bon, c'est vrai, hein, les timides intimident, vous connaissez ça? Quand on est timide, on intimide les autres, c'est pas bien. Fais attention. On fait ça. On fait ça très bien, allez, hop. Ok, bon. Mais on peut le voir encore une fois à 5,51. Bon, alors ça, c'est quand j'étais professeur en 1954. J'étais professeur de philosophie. Voilà. C'était pas à ENS? Non, j'étais professeur. C'était ma première année d'enseignement. Les élèves étaient presque aussi vieux que moi. Ça, c'est 68, mais je ne sais pas bien. Maintenant, il y a une déclaration sur la 3 à l'ouest. Ah oui, ça c'est sur la guerre d'Algérie, c'est ça, oui, c'est ça. Oui. Vous étiez déjà non, j'étais déjà en Algérie, moi, oui, moi j'étais déjà mobilisé. Ça doit être dans les années 60. Vous avez fait des recherches en ce temps? Oui, c'est ça. J'étais en Algérie entre 1955 et 62 à peu près. Et ça, je crois... Ça, c'est in einer Minute, das mais ça fait longtemps maintenant. Oui, là j'étais beaucoup plus jeune. Là, oui. Ah oui, j'étais plus mignon quand même. Vous voyez pourquoi je ne vais plus me faire photographier? Et ça, c'était avec les chômeurs? Avec les chômeurs, c'est ça. Oui, ça, j'ai bien entendu. Ah, d'accord. Mais pourquoi vous avez fait ça? Être là? Encourager? Oui, pour encourager, parce que parce que je pense que c'était un mouvement intéressant, quoi. Je voulais être là, quoi. Et voilà. Voilà. Alors ça c'est l'équipe de rugby, ça c'est à Paris, ça. C'est là. Oui. Voilà, c'est là. Je suis là. Oui. Ah d'accord. Et vous c'était quoi dans un match? Demi d'ouverture, c'est ce qu'il a dit, lui, là. Vous voulez que je vous l'écrive? Oui, c'est là. On peut arrêter. Merci. 42, c'est ça. Voilà, nommé boursier. Voilà. C'était déjà pour Paris?
Non, pour, ça c'était pour le lycée de Pau, c'est le lycée de Pau. Ah, pour Pau. Ouais. Ah. Et après, j'ai eu cette bourse jusqu'à la fin de mes études. Voilà. Alors ça, au 19e siècle, il y avait l'opposition, enfin, c'était les héritiers et les boursiers. C'était dans les luttes entre écrivains. Quand on voulait dire d'un type qui n'était pas très malin, on disait c'est un boursier. Voilà. Les héritiers et les boursiers. Alors moi, j'étais à la catégorie des boursiers. Vous étiez un boursier. Voilà. Les sociologues, c'est toujours la mauvaise catégorie. Je souffre énormément de l'isolement. Et donc, heureusement, en France, il y a quand même plus de choses. Bon, la Belgique est un petit pays qui est extrêmement dépendant à cause de la structure de financement. Donc, en 1980, lorsque nous avons eu sous l'effet Thatcher, un gouvernement ultralibéral, on a absolument démantelé toutes les structures du financement des recherches. Et on dépend quasiment uniquement de l'argent de la Commission et de l'argent de l'Europe. Et sur le budget national, par exemple, moi, je suis politologue, j'ai mon salaire et je dois déjà considérer que c'est merveilleux d'avoir un salaire, mais je n'ai absolument aucun moyen de fonctionner. Mon téléphone, je le paye. Vous pouvez me téléphoner, vous avez mon numéro, mais moi, je ne peux pas vous téléphoner, sinon je le paye sur mon salaire. Mes bics, mes papiers. Donc, on revient à un système, c'était comme ça déjà en Belgique, c'est pour pouvoir être intellectuel, pour pouvoir avoir une pensée autonome, il faut être notable. Donc il faut avoir des moyens, il faut pouvoir se payer son travail. Mais il faut avoir une charge. Je dis à mes étudiants depuis maintenant 10 ans plus que ça, je leur dis maintenant que vous êtes comme les artistes il y a une vingtaine d'années, où il fallait ou avoir une fortune par son papa, ou avoir une femme qui travaille pour vous, ou avoir, enfin bref, on ne peut plus être... les sociologues, c'est venu comme ça. Ou alors bien sûr, à moins de faire de la sociologie de service. Si vous faites de la sociologie qui répond à la demande sociale, c'est-à-dire à la demande dominante, à ce moment-là, vous pouvez à peu près vivre. D'abord, vous avez des postes au CNRS, etc. Et puis même des crédits. Mais si vous voulez faire de la sociologie, même pas crédit, la sociologie tout court, rigoureuse, quoi. Bon, il faut savoir que vous êtes comme un artiste. Il faut payer vos crayons, vos plumes, vos gommes, votre coordinateur, etc. Voilà. Il faut que j'y aille. Oui, bien sûr. Mais on convient de ça. Si vous avez des choses, vous me les envoyez. Moi, si j'ai des réunions où je vois bien sur quoi vous êtes, je vous informe. Et dès que votre travail est avancé, vous me le faites savoir. Et dans un délai assez bref, j'organise quelque chose avec les gens qui travaillent dans cette direction. Ça va bien. Oui, voilà. Oui, c'est bien qu'on finisse par se rencontrer parce que c'est vous qui m'avez donné le virus de la recherche il y a 15 ans. Alors, voilà, c'est une fameuse paternité. Voilà, c'est gentil de me dire merci. Merci, à bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. À bientôt. À bientôt. Bon, encore une question. Est-ce que vous servez essentiellement vous appuyez essentiellement sur votre expérience personnelle? Ça joue un rôle, pas essentiellement, mais ça joue un rôle, oui. Mais bon, c'est pas l'expérience personnelle brute. Il y a des tas de choses. Je sais ce que j'en pensais il y a 30 ans, je sais ce que j'en pense aujourd'hui. Vous voyez, souvent, mon expérience personnelle me rend sensible à des choses que d'autres ne verraient pas. On me rend nerveux, énervé devant des choses que les autres trouveraient normales. Voilà, je pense que ça joue. Mais je ne vais pas répondre à mon propos, je vais répondre à l'exemple de Foucault. Foucault est un grand, c'est un des plus grands philosophes contemporains qui a fait des choses, très importantes dans beaucoup de domaines. Alors il y a eu aux États-Unis des gens qui étaient énervés par l'action subversive de Foucault. Foucault est devenu une idole des campus américains, et ça énerve beaucoup les conservateurs de tout poil, les conservateurs académiques, mais aussi les conservateurs politiques, les conservateurs en matière de culture, mais aussi les conservateurs en matière politique. Et donc ces gens voulaient un peu démolir Foucault. Et à côté des gens, il y a un livre qui s'appelle Saint-Foucault, à côté des gens qui ont fait une espèce d'agiographie, des gens qui ont voulu le démolir. Alors ils ont dit Foucault c'était un sadomasochiste, homosexuel, etc. Bref, on a essayé de déduire toute la pensée de Foucault de
enfin, de sa tendance sexuelle et même de sa tendance particulière, etc. Alors, il est vrai que pour comprendre ce qu'a fait Foucault, il est important de comprendre qu'il était homosexuel. Ça, je pense que Foucault n'aurait pas fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas été homosexuel. Ça, je pense. Beaucoup des problèmes qu'il a eus, bon, si vous avez regardé, si ça vous intéresse, regardez la biographie d'Héribon, de Didier Héribon, qui a été publiée chez Fayard il y a quelques années, qui donne beaucoup d'éléments. Foucault, quand il était à l'école normale, a fait une tentative de suicide. Enfin, il avait des gros problèmes qui étaient liés au fait qu'il était homosexuel et qu'à l'époque, l'homosexualité était très stigmatisée, y compris dans les milieux intellectuels. Et je pense qu'une part très importante des problèmes qu'il a posés sur la normalité, sur la médecine, etc., sont des problèmes qu'il a rencontrés en tant qu'homosexuel. Mais bon, il y a des tas d'homosexuels et il n'y a qu'un Foucault. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a transformé ces problèmes existentiels, enfin, d'homosexuels, ses souffrances, je ne sais pas quoi, ses questions, etc. Il les a transformés en problèmes scientifiques. Enfin, il s'est battu toute sa vie pour élaborer, voilà. Et autrement dit, c'est pas de l'homosexualité brute qui donne de la bonne philosophie. De même, c'est pas d'une expérience quelle qu'elle soit qui donne de la bonne sociologie. Alors, simplement, le problème, c'est comment travailler sa propre expérience pour en faire quelque chose. Et là, bon, alors là, après, là-dessus, je m'arrête. Hein. Je dis toujours, il faut faire l'analyse réflexive. Hein, il faut que les sociologues fassent leur propre sociologie. Hein. Il faut faire leur propre socio-analyse. Et ça, je crois que c'est très très important. C'est-à-dire, c'est à condition de socio-analyser sa propre expérience qu'on peut s'en servir sociologiquement. Et d'ailleurs, le travail même de la recherche, c'est une socio-analyse. Les choses reviennent, mais elles se transforment. Voilà. On apprend beaucoup sur soi-même. Voilà, quand on étudie le système scolaire, quand on étudie... moi, je pense qu'un prof apprend plus sur son inconscient quand il étudie le système scolaire que quand il étudie l'œuvre de Freud. Voilà, je pense. Bon, là, on arrête aussi. Hein. Ouais. Ah. Bon, ben voilà, vous êtes gentils. Hein. Alors peut-être, si vous faites une chose, ce qui serait très très gentil, c'est que vous m'écriviez individuellement ou collectivement ce que vous n'avez pas osé me dire. Voilà. Allô ? Oui, je suis pris là. Je rappelle. Hein. Là. Bon, alors donc, on y va ? Oui. Donc, il y a un capital de connaissances du monde social qu'on hérite de son milieu, de son expérience sociale, etc. Bon, alors c'est exactement comme ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas faire de la sociologie avec ça, mais c'est pas mal d'avoir ça, à condition de savoir le convertir en problématiques scientifiques, en mise en garde, etc. Bon, alors mon expérience sociale, qui était un peu de ce type, où je connaissais, bon, j'ai eu un monde, enfin, qui n'était pas le monde intellectuel parisien. Bon, ça a été redoublé par mon expérience de l'Algérie, où j'ai donc fait des enquêtes en situation dangereuse, quoi, où, oui, selon, je pense, et ça m'est arrivé 2-3 fois, selon la réponse que je donnais, je pouvais m'en tirer vivant ou mort, quoi. Bon, selon la manière de poser les questions, etc. Je n'avais pas d'autre protection dans une situation de guerre civile, de guerre de libération. J'avais pas d'autre protection que ma bonne tête et ma manière de me présenter, de faire attention, bon, voilà. Bon, et ça, je crois que ça m'a beaucoup appris. Il y a beaucoup de choses qu'on lit dans les livres de méthodologie, ou qu'on ne lit pas dans les livres de méthodologie, parce que évidemment l'essentiel n'est pas dit. Je l'ai appris comme ça, parce qu'il fallait réfléchir à tout, parce qu'il fallait faire attention à tout. Bon, on avait des discussions
qu'on pourrait dire presque métaphysique, enfin, bon, sur ce que c'est que de faire la science, sur ce que c'est, puis tous les jours, rester dans des problèmes, bon voilà. Alors ça met du plomb dans la cervelle, quoi. Ça fait beaucoup réfléchir. Moi, je pense que j'ai vécu sur un capital énorme de savoir. J'ai vieilli très vite, voilà. C'est-à-dire, voilà, par rapport à un jeune sociologue qui aurait fait sa petite enquête peinard sur les profs dans un CEG, voilà, j'ai vieilli. Bon, alors. Et du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes qui sont sortis de là, quoi. Beaucoup de questions. J'ai vécu, en gros, sur le capital pas d'idées, mais de problèmes que j'ai ramassés à cette époque-là. Voilà. Voilà, je crois. Ça a été important. Voilà, ouais, évidemment, l'autre chose aussi, ouais, j'ajoute ça, comme ça fera. Je pense pour votre truc, ça fait très bien. C'est que j'ai eu l'idée, comme je travaillais sur la Kabylie et que je voyais beaucoup d'analogies avec le Béarn, enfin, les structures familiales, les rapports entre les sexes, etc. Je me suis dit, pour ne pas utiliser mon expérience de manière sauvage, il faut que j'aille étudier mon village. Voilà. Comme j'étudie la Kabylie. Alors j'avais deux objectifs. D'abord de contrôler cette expérience, bon, et puis aussi d'étudier ce que c'était que de passer de l'expérience indigène à l'expérience savante. Qu'est-ce que ça fait, quoi. Bon. Et alors je disais à l'époque, c'était l'époque où Lévi-Strauss avait fait Triste Tropique, c'était le livre que tout le monde lisait, etc. Moi j'ai dit, je vais faire Triste Tropique à l'envers, c'est-à-dire je vais faire un retour au lieu d'aller chercher très loin. Chez moi, le moins exotique possible. Je vais rendre exotique le banal. Quoi. Bon. Et alors j'ai interviewé des copains à moi. Bon, et très souvent, je savais la réponse. Donc, qu'est-ce que c'est ça? On se dit, bah oui, c'est marrant, qu'est-ce que c'est que de poser une question quand on sait la réponse? Ça veut dire que dans d'autres cas, on la pose, on ne sait pas la réponse. Mais voilà, donc ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et puis ce que c'est que... Alors, en fait, d'ailleurs, les types, je m'aperçois très vite, ils savaient l'essentiel, ils savaient m'expliquer. Et pourtant, ils ne savaient pas comme moi. C'est pas pareil de savoir abstraitement. Bon, les filles veulent plus aller à la campagne, je sais pas quoi. Et puis, voilà. Bon, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur les deux, quoi. Sur le fait d'être ethnologue, sur le fait de... Et ça m'a... Une autre chose, enfin bon, je pourrais continuer là-dessus. Une autre chose, c'est que quand on vient... d'un petit milieu et d'un pays dominé, on a forcément de la honte culturelle. Moi, j'avais la honte de mon accent que j'avais corrigé, etc. J'ai passé par l'école normale. Ça. Quand je descendais dans mon pays, ça, Pierre Carr va très bien comprendre, quand j'arrivais à Dax, que j'entendais l'accent, ça me faisait horreur, vraiment horreur. Et encore aujourd'hui, j'entends certains accents à la radio, ça me fait physiquement horreur. Alors c'est l'accent que j'avais. Hein, j'entends à la radio, j'entendais Tilina, qui est un écrivain chiracien, qui parle avec l'accent de Brive. J'ai envie de le tuer. Enfin, ça me fait horreur. Bon, pas seulement parce qu'il dit. Alors ça c'est une forme, voilà, de violence symbolique. C'est un truc. Bon, je me rappelle une autre fois, j'ai entendu à Toulouse, c'était un chanteur d'avant-garde, un type qui faisait de la poésie d'avant-garde, avec l'accent de Toulouse. C'était terrible. Oh, Toulouse. Bon, c'était absolument terrible. Bon, moi je devrais pas. Hein, c'est mon boulot de comprendre ça, c'est mon propre accent. Or, je ressens ça comme affreux. C'est pas possible de faire de la poésie d'avant-garde avec cet accent. Voilà. Alors, je vais me faire tuer par les Occitans, mais enfin, ça fait rien. Est-ce que je peux vous couper un peu? Oui. Pour faciliter après mettre les... Oui. Bah, ça dépend des moments. Il y a des moments où je suis en raisonnement. Non, je sais. Et alors je suis emmerdé, j'ai peur que vous me coupiez parce que je me dis, oh là là, j'ai un truc. Non, mais d'autres fois, c'est possible. Parce que, quand vous êtes comme ça, vous avez déjà reçu plusieurs questions. Mais voilà, je sais. Ou même vous avez répondu d'autres que je n'ai même pas posées. Je sais. Oui. Et que ça me permettra de les poser après. Oui, je sais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un truc que je dis au début. Et je développe et je suis obligé d'aller jusqu'au bout où je retrouve ce que j'ai dit au début. Donc c'est pas facile. J'ai une... C'est la même. Je donne la mienne puis je prends Merci. Et on va changer complètement de sujet. Oui, on change. On y va. On va parler des femmes. Le concept de violence symbolique est l'un de ceux dont vous faites usage. Pourriez-vous nous parler un peu de ça?
Oui, alors bon. Et la domination. Oui, la domination. En fait, il y a le problème de la sexualité, le problème de la domination. Par exemple, c'est un très beau travail que j'ai cité. C'est une sociologue américaine qui a étudié l'usage différentiel du téléphone chez les hommes et chez les femmes. Bon, voilà. Et alors, elle montre que c'est les femmes qui utilisent beaucoup le téléphone, beaucoup plus que les hommes. Et on dit évidemment que les femmes sont bavardes, qu'elles passent leur temps au téléphone, qu'elles ne font que ça, etc. Bon, en fait, elle a observé statistiquement, elle a mesuré tout ça, bon, et elle montre que c'est tout à fait normal, parce que dans la division du travail domestique, dans la famille, bon, les femmes ont une fonction admise inconsciemment, hein, qui est d'entretenir les relations, ce que j'appelle le capital social de la famille, de l'ensemble de la famille, et elles entretiennent les relations non seulement avec leur propre famille, mais avec celle de leur mari. C'est elles très souvent qui font les coups de téléphone, qui font les cadeaux, qui font les trucs d'anniversaire, qui se rappellent, etc. Bon, voilà. Alors voilà un exemple, c'est un tout petit exemple, mais le problème c'est d'attraper toutes ces observations. L'observation du comportement entre un gynécologue et une femme, des tas d'observations très belles. Il y a d'ailleurs de très beaux travaux qui ont été faits souvent, autant par des hommes que par des femmes, de très beaux travaux. Et moi, j'ai voulu essayer de montrer qu'il y avait une cohérence entre ces choses-là. Alors, le principe de la cohérence, c'est que c'est une domination d'un type très très particulier qui ne repose pas, quoi qu'on en dise, sur la violence physique. Bien sûr, il y a des femmes battues, je connais les statistiques, etc. Bien sûr, elle ne repose pas seulement sur la violence économique, c'est-à-dire sur le fait que les femmes travaillant moins, sont moins libres de quitter le foyer, etc. etc. Bon, elle repose sur ce que j'appelle la violence symbolique, c'est-à-dire cette violence qui résulte du fait que les gens ont dans la tête des principes de perception, des manières de regarder, bon, qui sont le produit de la relation de domination. Autrement dit, elles collaborent en quelque sorte, entre guillemets, à leur propre domination. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont idiotes, etc., et qui suivent. Bon, ça veut dire que toutes les structures sociales, dès l'enfance, dans la famille, à l'école, etc., les portent à incorporer, à intérioriser le rapport masculin-féminin. Voilà. Et donc, pour faire une lutte subversive, bon, il faut prendre acte de ça. Alors évidemment, ça a l'air conservateur. C'est exactement la même chose que pour l'éducation. On va dire, ah, Bourdieu, il est conservateur. Il dit que les femmes sont dominées et qu'en plus, elles contribuent à l'avoir. C'est affreux, machiste. Bon. Alors moi, non, il faut prendre acte du fait que c'est comme ça, bon, pour trouver les moyens. Alors, bon, où est-ce que ça se reproduit? Ça se reproduit à l'église, ça se reproduit dans l'État, ça se reproduit à l'école. Bon. Et donc, il y a des lieux de lutte. Bon, on peut assigner des objectifs, au lieu de dire, alors que le féminisme, il dit où elle est la lutte? Dans le foyer domestique. Alors, on va lutter avec le mari, tu fais la vaisselle, etc. Oui, c'est pas mal. Mais c'est pas en tout cas, c'est pas le seul lieu de lutte. Il y a d'autres lieux de lutte beaucoup plus importants. Et par exemple, il y a des luttes politiques, bon, pour la sécurité sociale, etc. Bon, l'exemple que j'ai découvert tout à fait récemment après avoir fait mon livre. Bon, je dis toujours, il y a une main droite de l'État et une main gauche de l'État. La main droite de l'État, c'est les finances, le budget, voilà, tout ce qui est régalien, ce qui est masculin, bon, hein. Et puis il y a le féminin. Alors c'est quoi? C'est les hôpitaux, c'est les crèches, c'est l'école, c'est voilà, bon, c'est le social, bon. Et évidemment, dans la hiérarchie des ministères, bon, le masculin domine le féminin, comme partout, hein. Le ministère des Finances domine le ministère des Affaires sociales. Bon, le contrôleur budgétaire domine tout le monde, etc. Bon, cela dit, actuellement, ça c'est un truc que vraiment j'étais très content quand je l'ai trouvé. Quand on dit qu'on va détruire le public, on détruit le domaine où il y a des femmes. Bon, c'est dans les hôpitaux, les etc. Bon, et le domaine dont bénéficient le plus les femmes, c'est-à-dire les services sociaux, l'assistance, les crèches, etc., etc. Voilà. Bon, donc ça donne une ligne politique. Et je vous assure que pour un mouvement féministe, s'ils mettaient ça au lieu de faire des blabla, ça donne une ligne politique. Nous avons parti lié avec l'État. Nous avons parti lié avec l'État, enfin avec l'État social. Bon, hein. Doublement, bon, en tant que nous en participons, nous avons plus de chances d'être infirmières que les hommes, nous avons plus de chances d'être profs que les hommes. D'ailleurs, en même temps, les profs, c'est les femmes. Hein. Nous avons plus de chances, etc. Bon, donc, nous devons défendre l'État. Et nous avons plus de chances d'y avoir un job et en plus d'en bénéficier. Parce que c'est nous qui avons besoin. Voilà, voilà un exemple. Bon, et voilà.
Voilà, en gros. Alors évidemment, du point de vue de... C'est pas du tout les idées reçues. Et bon, voilà, toute la vision... Enfin bon, je m'arrête quand même là. Oui. Top. Loïc Vacan est professeur de sociologie à l'Université de Californie à Berkeley. Il est chercheur au Centre de sociologie européenne du Collège de France. Son livre paraît ces jours-ci, Les prisons de la misère. Alors, vous plaidez en faveur d'un RMI pour les détenus. Oui, alors je plaide en faveur du RMI pour les détenus de France. Les détenus de France ont été exclus systématiquement du RMI, alors que ça permettrait de diminuer les raquettes au sein de la prison. On sait qu'il y a une très grande partie de la population pénitentiaire en France qui souffre d'une indigence telle qu'elle doit par exemple se prostituer pour pouvoir acheter le savon dont on se sert pour se nettoyer, pour faire la lessive, pour faire sa vaisselle. L'autre raison, c'est que l'incarcération est souvent une charge très lourde pour la famille des détenus, qui, on le sait, proviennent des milieux les plus défavorisés déjà. Donc ça aiderait à soulager le poids économique très, très, très grave que représente la détention pour les familles, qui sont en quelque sorte pénalisées, alors qu'elles n'ont pas commis d'actes délictueux ou criminels. Et puis la dernière raison, qui est une raison symbolique, qui en quelque sorte me paraît à elle seule suffisante, donner le RMI à un détenu qui aurait droit à l'extérieur, c'est marquer que ce détenu continue de faire partie de la communauté civique, donc il n'a pas été exclu de la société, il y avait droit à l'extérieur, donc il devrait y avoir droit à l'intérieur, et c'est donc minimiser la séparation, le marquage symbolique, le stigmate qui pèse sur les prisonniers, et donc aider, en tout cas, moins freiner leur réinsertion à partir du moment où ils ressortent. Ok. On ne se soucie absolument pas de la réinsertion de qui que ce soit en prison. Bien sûr. Non, mais il y a des petites associations. C'était super de finir là-dessus. Sur le RMI ? Ah oui, non, c'est bien. C'était le moment normatif du livre. J'ai dû me battre avec Bourdieu pour le remettre, parce qu'il il était trop long, tout ça, mais il était d'accord, c'est vrai. Est-ce que tu n'as pas dit, Daniel, c'est qu'il va le couper au montage? Ah non. Ça, c'est la pirouette positive. Oui, non, c'est le truc. On s'était dit, s'il sort une seule chose du livre, si ça aide à pousser dans ce sens-là, et que ça valait la peine, déjà. C'est 5000 balles, vous m'avez foutu en l'air. Bon. Voilà, tout de suite j'arrive des reproches. Oui, il faut que vous sachiez. Faut dire. C'est vrai. Bon, Mme Christin, en même temps vous dites rien, mais quand... attendez, vous arrivez après la bataille, vous. On a déjà... Bon, allez. Vous avez enlevé une phrase, c'est tout? Oui. Ouais. C'est pas possible de le décaler, de faire 2 paragraphes? Non, c'est pas possible. Ah bon? Et ça rentre pas? Non, ça rentre pas. Déjà, regarde, là, il y a 1 centimètre. Okay. Déjà, on a fait des efforts ce matin. Ouais. Non, mais on a coupé. Le maquettiste a dit, il faut espérer que les gens vont pas. Il faudra après revenir vous donnez l'exemple mauvais en tout. Je peux vous dire, tout ce que vous faites est catastrophique. Tout ce que vous faites, bon, c'est pas, elle ne vous le dit pas, mais le maquettiste, qui est un brave homme, qui ne vous connaît pas, qui essaie de dire, attention, c'est la limite, après il retrouvera, on va être emmerdé. Maintenant, t'as plus de demande. Tu t'en fiches, tu nous laisses tranquille. Ah oui, mais j'aimerais bien quand même le relire. Non, t'as remis ton manuscrit. Et c'est Bourdieu chef. Moi. Oui, je sais, mais non, mais je vais l'emmerder, c'est parce que je vois inscrit, si jamais il y a des noms mal orthographiés, Non, d'accord, non, mais c'est quand même bête. Je vous promets. On fera tout ce qu'on pourra. Oui, non, mais je me rends compte. Mais vraiment, c'est fou, quoi. Non, mais je me rends très bien compte. Mais c'est vous qui avez mis un délai en janvier dernier, vous le faites pour la fin du mois, etc. Oui, l'histoire ne nous indiquait pas que ça allait être fini. Non, mais parce que mais moi j'étais réaliste. Vous aviez fait un exposé à mon séminaire qui était un truc, ça aurait pu être publié comme ça. Je vous ai donné carte blanche, donc c'est pas pour vous la reprendre. Je pense que c'est votre intérêt, parce que pour un Frenchie, qu'est-ce que ça peut foutre une fois qu'on a compris, vous tuez votre propre...
Moi, je pense que c'est très bien l'effet d'accumulation, de chiffres, etc. Quand vous êtes sur quelque chose de pas vraisemblable, qu'on peut vous accuser d'exagérer, d'être parti pris, d'être anti-américain, quand vous rajoutez, bon, ça va. Mais quand c'est pour montrer que ce Murray, c'est un facho qui a traversé l'Atlantique, on a compris. Donc rajouter une citation de plus, je vois ce que vous avez exprimé, c'est l'encadré sur Murray en Angleterre. Oui, voilà. On le reçoit comme un prince, etc. C'est bien, c'est suggestif, mais bon. Non, mais de toute façon... Vraiment, j'assure, j'ai pas fait comme ça. Non, j'ai fait sérieusement. Il n'y a qu'à vous que j'aurais fait confiance. Oui, non, j'ai fait parce que... sérieusement. Et je pense que cet effet que je comprends, hein, on est émerveillé, on se dit c'est pas possible, on fait pas, comment dire, la réalité passe la fiction, quoi, constamment. Alors on a l'impression, on va rajouter, et je pense que du point de vue d'un lecteur, on sature. On se dit mais on a compris que ces gens-là sont monstrueux, hein, c'est vrai. Et ils sont monstrueux, ils disent n'importe quoi, et même on se dit mais pourquoi ils s'acharnent, quoi. Ouais, ça va, on est convaincus. Voilà. On dit un intellectuel engagé, c'est un intellectuel qui fait de la politique. C'est pas vrai du tout. C'est un intellectuel qui fait l'intellectuel, c'est un intellectuel qui intervient dans l'espace public, qui peut être l'espace politique, mais sans abandonner, sinon c'est un clown, les exigences ordinaires de son activité ordinaire de chercheur. Si aller sur le terrain politique, c'est dire n'importe quoi, c'est être intellectuel, ce n'est pas... Bon, je m'arrête là. Qui souhaite intervenir? Et il faut quand même bien s'interroger parce qu'au début du siècle, le capitalisme était une question de personnes qui étaient propriétaires et qui agissaient dans leurs entreprises. Au jour d'aujourd'hui, c'est une affaire de gestionnaires qui sont formés en université, qui ne sont responsables de rien parce qu'ils ont un objectif à court terme. Et après, c'est un autre qui s'en occupe. Mais il faut quand même savoir que la merde dans laquelle on se trouve, elle a été réfléchie, conçue dans des universités. Ce sont les mêmes professeurs, ou en tout cas le même corps professoral, qui participent à créer l'un ou à créer l'autre. Merci. Ça, c'est pas supportable pour un sociologue. On peut pas dire des choses comme ça. C'est des généralités. L'université en son ensemble, ça n'existe pas. C'est comme une tortue de 68 mètres, ça n'existe pas. Bon. Il faut dire quelles universités. Est-ce que c'est les écoles de gestion? Est-ce que c'est les écoles de commerce américaines? Est-ce que les MIT? Bon, il faut entrer dans le détail. Et là, je précise un tout petit peu, c'est un travail qu'a fait Frédéric Le Baron, qui est à cette tribune, que vous pourrez lire bientôt. Il vient de faire une analyse des prix Nobel d'économie. Bon, ça, c'est de la nouvelle lutte politique. C'est-à-dire, il analyse en détail, avec des techniques statistiques très sophistiquées, l'espace des producteurs de ce discours économique au nom duquel on nous dit qu'il faut de la flexibilité, etc. etc. Bon. Et par une analyse très raffinée, il montre la structure. Alors la vieille critique politique à l'ancienne, avec des trucs aussi utiles qu'ils aient pu être de Marx, elle avait des boulets, elle tapait à boulets rouges, mais des boulets énormes qui passaient toujours au-dessus des têtes de tout le monde. Là, il faut faire de la chirurgie fine pour combattre. Bon. Et ça interdit de dire des choses comme celles qui ont été dites. C'est pas les universités en général, les profs en général, il y en a de droite, il y en a de gauche, il y a des disciplines, etc. Voilà. Et ça, je pense qu'il faudrait que, c'est pas de la censure, qu'on puisse plus dire des choses comme ça sans que quelqu'un se lève en disant, monsieur, c'est un peu d'accord, mais pas tout à fait. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, mais peut-être qu'en revoyant à nous deux, on va y arriver. Hein. Vous n'avez pas un numéro chez vous? Non. Bon, jetez un œil, parce que... Voilà, parce que... Oui, je m'en vais, voilà. Ben oui, oui. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Oui. Ah oui, l'autre chose aussi que je vous dis, puisque je vous ai, c'est l'interview que vous avez fait avec la chasseuse de tête là, du Seuil. Vous savez, bon, vous l'avez paumé. Hein. Ça serait utile pour le livre. Hein.
D'accord, d'accord. Et par la même occasion, si en remuant vos papiers, vous retrouvez les interviews des femmes des journaux féminins, vous savez, parce que un jour, on pourra faire quelque chose. Voilà. Oui. Oui. Ah bon. J'ai presque fini. Vous demandez une économie de Glück. Bonheur, oui, du bonheur. Du bonheur, oui. Une nouvelle économie de bonheur. Oui. Vous savez, c'est une idée à la fois... aujourd'hui, elle peut paraître un peu originale, même utopiste, alors qu'elle est très très banale. Ça veut dire que dans l'économie telle qu'elle est, dans sa définition dominante, on prend en compte les coûts et les profits, etc. Mais comme on élimine les coûts sociaux et les profits sociaux, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas, par exemple, tout ce qui n'est pas quantifiable, tout ce qui n'est pas calculable, tout ce qui n'est pas anticipable par le calcul, etc., bon, on sous-estime beaucoup les coûts et on surestime le rapport coût-profit. Bon, par exemple, si on prenait en compte réellement, bon, je sais pas, un exemple quelconque, la violence urbaine, quand les gouvernements européens ou nationaux demandent aux sociologues d'étudier la violence, bon, dans les écoles ou dans les banlieues, il y a sans arrêt des demandes pour lesquelles on donne de l'argent. Ils veulent quoi? Ils veulent des recettes pour conjurer la violence. Est-ce qu'il faut mettre plus de policiers? Est-ce qu'il faut mettre des animateurs? Est-ce qu'il faut mettre des éducateurs? Est-ce que l'école peut jouer un rôle dans la violence? Et alors, mais attention, comment protéger l'école de la violence? Voilà les questions qui se posent. Ils sont des questions. En fait, ils excluent systématiquement la question de savoir si les causes de la violence ne sont pas hors de l'univers violent, alors dans des choses tout à fait évidentes, les taux de chômage, la précarité de l'emploi, l'insécurité temporelle, enfin le fait que le rapport à l'avenir est incertain, dans l'élimination scolaire, dans le fait que certains enfants, du fait de leur origine sociale et ethnique, bon, les deux choses étant souvent liées, sont voués à être éliminés par le système scolaire, dans toute la structure. Ce qu'on ne voit pas, c'est que ce qu'on économise d'un côté, en disant on va réduire les coûts, on va faire des plans sociaux, comme on dit, on va renvoyer 2000 personnes pour abaisser les coûts de production, etc. Et être compétitif sur le marché mondial, etc. On ne voit pas que ce qu'on économise d'un côté, on va le payer de l'autre. Et que ces 2000 personnes, surtout si ce sont des jeunes, etc., jetés au chômage, vont consommer des tranquillisants, devenir alcooliques, consommer de la drogue, devenir dealer, puis killer, puis occuper des policiers, occuper des... Alors si on faisait l'équilibre de tous les coûts induits par des économies de coûts purement économiques, on s'aperçoit que c'est de la très mauvaise économie. Voilà, c'est tout. Et moi je dis, ce qu'on fait, c'est de la très mauvaise économie. C'est une économie fondée sur la dissociation de l'économique et du social. Et le social, c'est de l'économique. Voilà. Voilà. Je sais pas, n'importe quoi. Enfin, il n'y a rien qui ne soit pas justiciable de cette économie. La tristesse, la joie, le bonheur, le plaisir de vivre, le plaisir de se promener dans les rues sans être attaqué, la qualité de l'air qu'on respire, tout ça, c'est de l'économie. Mais alors l'écologie, on commence un petit peu, on commence à dire, et encore, quelle difficulté. Mais enfin, comme ça c'est une loi, encore une loi sociale, il y a des coûts sociaux qui touchent tout le monde. Alors ça c'est un travail qu'a fait un sociologue néerlandais. Il a montré qu'au 19e siècle, 18e et 19e siècle, les progrès de l'hygiène ont été favorisés par le fait que les grandes épidémies
de peste, etc., passaient les frontières de classe. C'est-à-dire quand il y avait une épidémie de peste, ça ne s'arrêtait pas dans les quartiers populaires, ça tuait tout le monde, y compris les bourgeois. Donc on a fait des égouts, on a fait on a pris des tas de mesures d'hygiène pour d'intérêt général, mais qui étaient d'intérêt général dans la mesure où elles intéressaient aussi les dominants. Bon. Alors aujourd'hui, évidemment, quand il y a Tchernobyl, le nuage ne va pas s'arrêter à la frontière de Oder-Neisse, elle ne va pas s'arrêter non plus au Rhin, elle ne va pas s'arrêter avant le 16e arrondissement. Elle va, à ce moment-là, on fait de l'écologie intéressée. Alors maintenant, les médecins, qui ne sont pas une catégorie très progressiste dans aucun pays, les médecins commencent à dire ah oui, les taux de pollution, c'est très embêtant. Pour les cardiaques, on voit les statistiques, pour les asthmatiques, etc. Mais personne ne sait les conséquences dans 20 ans. Dans 20 ans, on dira, voilà, il y a une corrélation entre le taux de cancer et la vie urbaine, etc. Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Et alors moi, ce que je dis tout le temps, c'est par la science sociale, nous savons dès maintenant que des mesures qui ont l'air très rationnelles économiquement aujourd'hui, on va faire plus de Toyota avec moins d'acier, c'est en gros ça l'économie. Comme disait Leibniz, on va attacher plus de chiens avec moins de saucisses. Cette économie-là a des effets terribles, des effets dits secondaires, mais en fait qui sont primaires quand ça concerne la santé biologique, la santé mentale. L'équilibre personnel, par exemple l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est pas un phénomène, c'est un phénomène social. Je pense qu'avec toutes ces mesures qui font monter la bourse, à chaque fois qu'on fait une mesure comme ça, aussitôt la bourse monte, ça sera payé par certaines personnes et finalement par la collectivité. C'est pour ça que c'est un peu comme les égouts du XVIIIe siècle, ça sera payé par la collectivité. Moi, ce que je prêche, c'est l'intérêt bien compris. Je dis aux gens qui sont dominants, vous pouvez être cynique, vous pouvez vous moquer complètement de ce qui arrive au peuple, mais c'est bête, c'est pas simplement méchant. Après tout, moi je ne suis pas moraliste, si ça vous plaît d'être bien, mais c'est bête, parce que vous allez être comme en Californie, dans des espèces de ghettos dorés, avec des vigiles, vous ne pourrez pas sortir, il faudra des chiens de garde, il faudra des systèmes de défense partout, vous allez être dans une espèce de forteresse assiégée, entourée par une violence que vous aurez produite vous-même. Voilà. Bon, alors bien sûr, le système est très puissant et la réponse est, jusqu'à présent, c'est under control. Ils ont je ne sais plus combien de millions de Noirs en prison. Mais voilà. Le compte rendu est là, mais il y a des exemplaires qu'elle a fait photocopier. Mais normalement, elle a envoyé par mail à tout le monde. Bon, en tout cas, voilà un exemplaire. C'est tout ça? Oui, il y a tout. C'est ce que Mutati, mais dans les journaux, ils appellent ça indice de pénétration. Là, ça serait une espèce d'indice de pénétration du libéralisme. Quoi. Oui. On a donc suicide, c'est d'accord. Ensuite, on a drogue, mort par drogue. Et on a antidépresseurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nombre de meurtres. Là aussi c'est très multicausal, parce que je sais pas, par exemple en Irlande, nombre de meurtres, ou en Espagne, c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus qu'ailleurs, compte tenu des circonstances politiques. Oui, mais à la lecture, on peut corriger. On voit ça dans le tableau, l'Espagne, l'Irlande sont... Moi, je crois quand même que la délinquance liée au néolibéralisme, c'est pas quand même tellement les meurtres. Par contre, l'évolution de l'incarcération par sexe et par âge, si le tableau existe, là on voit un point d'interrogation, mais si le tableau existe, ça serait sans doute beaucoup plus pertinent. D'accord. Est-ce qu'on ne pourrait pas travail à temps partiel, comme quelque chose des indicateurs de précarité comme ça. Précarisation. Il faudrait en avoir un, mais peut-être qu'il... Travail à temps partiel contraint, on avait écrit. Contraint, oui. Contraint, alors c'est dans... Ça existe? Marché du travail.
Taux de temps partiel contraint en 96, pareil, on a des chiffres en 96. Peut-être que je me plante, mais est-ce que si on ne ventile pas certains indicateurs par CSP, on n'efface pas une des propriétés principales des politiques néolibérales, qui sont des politiques de classe, comme par exemple ce que disait Duisenberg là, récemment, que si jamais les salaires étaient augmentés, alors il y aurait une augmentation des taux immédiates, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des statistiques là-dessus? Il y en a. On peut les faire, par exemple, l'espérance de vie à la naissance, là c'est vrai que l'évolution des écarts d'espérance de vie par CSP entre ouvriers et professions libérales, c'est un indicateur pertinent, je pense, sur le long terme. Alors c'est un problème, parce que ça je connais un tout petit peu. Le problème c'est que l'écart a tendance à diminuer, quoi. Je ne veux pas non plus toujours prendre des indicateurs, enfin dire que les indicateurs qu'on utilise vont à l'encontre de notre thèse, mais enfin c'est vrai que on sait bien quand même que le système de santé est plus performant aujourd'hui qu'il l'était avant, enfin je pense pour le temps long. France. Donc du même coup on peut attribuer aux effets du néolibéralisme, enfin ce qui est simplement les conséquences d'une politique de santé qui même peut-être... Les effets sont 20 ans plus tard, voilà. Il y a des effets retard. Moi je passe mon temps à dire ça, une des forces de la politique néolibérale, c'est que d'abord elle est secrète en grande partie, et les effets sont à très très long terme. Voilà. Et le temps, d'abord le temps qu'on découvre la politique, les gens ont vachement du retard par rapport à l'OMC, etc. Et le temps qu'on découvre les effets de cette politique, alors c'est encore plus long. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a peut-être une problématique naïve, Oui, mais ça, on peut s'en sortir en disant qu'il y a des temporalités différentes. Je sais pas, reprendre le topo que vous venez de faire, ce serait un peu bête de dire bon bah oui. On capitule. On capitule. Bon, je sais pas. Sur long terme, court terme, c'est vrai que ça donne un peu le vertige. Moi, il me semblait que là, ce qu'on est en train de faire, on pourrait presque trouver un parallèle avec ce que disait Keynes à propos de l'économie. C'est-à-dire, enfin, il disait, bien sûr qu'il y a les cycles se rééquilibrent, mais comme il dit, à long terme, nous sommes tous morts. Et donc, il faut quand même gérer la période où on est vivant, et là on peut toujours dire aussi dans la logique sociologique, à long terme nous serons tous adaptés. Mais il y a quand même le court terme, et c'est peut-être ça qui est en cause. C'est le degré auquel il y a une désadaptation très forte du fait de l'écart entre des structures économiques qui ont une certaine logique, et puis les logiques sociales qui elles n'ont pas la même temporalité, la même etc. quoi. Et donc, je veux dire, c'est ça qui est en cause quand même. Bon, bien sûr que dans 100 ans, tout le monde sera néolibéral ou autre chose, je sais pas, mais en tout cas, en attendant, tout le monde ne l'est pas, et ça crée quand même des situations extrêmement violentes. Je n'ai pas pu suivre la discussion malheureusement, mais si vous parlez là de court terme et de long terme, est-ce que les 10 dernières années pour nous ne seraient pas un bon écart? Donc, implicitement, le problème que nous posions en relation entre la politique néolibérale et l'anomie, c'était ça, c'était depuis 80, il y a une nouvelle politique, etc. Et est-ce qu'on en voit les effets dans des indices, voilà, c'était ça au fond. Bon, alors c'est ce qu'on faisait, mais pas explicitement. Et c'est essentiellement Rémi qui ramenait toujours de la longue durée, qui nous a fait prendre conscience de ça. Quoi. Bon, alors cela dit, peut-être, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que ça va marcher très bien, hein, mais quand même, moi j'ai pris un coup au moral. Là, oui, non. Non? Oui, moi aussi, mais bon, à la limite, ça devient presque plus intéressant. Oui. Intellectuellement, je dirais. Oui, parce qu'en plus, on a évacué toutes les objections. Champagnani, on peut dire ça sur tous les indicateurs. Si chacun de nous met sa machine critique en marche, en fonction de ses compétences sur chacun des indicateurs, on pulvérise tout. Vous bousillez toute la démographie. Donc c'est vrai. Moi, l'éducation... L'alcoolisme, ça suffit. C'est vrai, c'est lui qui a bousillé l'alcoolisme. Ah ouais, non, il faut que je la raconte à France, elle est très très bien celle-là. Il a dit que l'alcoolisme c'était un indice favorable au néolibéralisme. Voilà. Parce qu'il diminue. Et non seulement il diminue, mais c'était un bon indicateur d'intégration au travail. Au travail, c'est ça.
Ah, mais non, du coup, non. Enfin, en tout cas, c'est pas un indicateur très net. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais la progression quand même, la progression de la consommation du Coca-Cola est un bon indicateur quand même de néolibéralisme, ça par contre. Ça c'est vrai. Quand même. Hein, oui, on va dire. Oui, c'est vrai. Enfin, ou la croissance du nombre d'obèses chez les enfants aussi. Et les McDonald's, par exemple, on peut y aller là. Non, après, on pourra s'amuser. Quand on aura mis les grandes structures, on prend l'indice Mickey et l'indice McDonald's et on fait un truc type dessin animé pour faire du néolibéralisme. Donc ça serait drôle, on appellerait l'indice Mickey dans le quelle heure on a rendez-vous, nous? Au restaurant? Midi et quart. Au collège, bon, il va falloir qu'on y aille. Midi et quart. On va y aller. Je vais essayer de vous donner un aperçu de l'analyse qui est présentée en détail dans le livre, en ne vous donnant pas trop de statistiques, parce que je crois que Serge a utilisé votre quota total de statistiques pour la soirée. Je vais pour ça partir d'un article qui s'intitule « Sécurité, les leçons du modèle new-yorkais ». Un article qui a été écrit par un grand criminologue qui s'appelle Philippe Douste-Blazy, député maire de Lourdes, président du groupe UDF de l'Assemblée nationale, qui nous dit, avec des très belles photos, on voit M. Douste-Blazy discutant, très occupé, avec un visage sombre, avec un policier de New York, et ensuite on le voit dans la rue, il faudrait que je puisse vous le montrer, on le voit dans la rue, alors il y a des gamins au premier plan qui jouent au ballon, qui rient, et on le voit derrière, il est juste derrière avec des policiers, à l'évidence un éducateur en survêtement, et alors on le voit d'un air pénétré avec sa belle cravate, qui regarde les jeunes comme ça. Et alors il nous dit, la sécurité des personnes et des biens est un sujet que les hommes politiques hésitent souvent à aborder. Alors là, on est un peu estomaqué, vu que les journaux sont pleins de ça, la télé aussi, mais enfin... Admettons, il ne faut pas alors s'étonner que dans un tel contexte, l'insécurité ne cesse de croître en France. Les derniers chiffres publiés sont accablants pour la politique du gouvernement. Or, alors là, je vous demande de prêter attention à la structure syntaxique de la phrase. Or, comme la politique est le contraire de la résignation, j'ai décidé cet été de me rendre à New York. Je trouve que c'est formidable. Voilà. J'ai décidé cet été de me rendre à New York afin d'étudier les remèdes et les raisons de ce qui est présenté partout dans le monde comme une réussite exemplaire en matière de sécurité. Et là, on a un exemple parfait de cette nouvelle idéologie sécuritaire, cette nouvelle doxa, ce nouveau sens commun punitif néolibéral qui nous vient des États-Unis, qui a été élaboré par un groupe de think tank, de boîtes à idées basées sur la côte est des États-Unis, dans le cadre de leur guerre contre l'État-providence, qui ont d'abord, à la fin des années 70 et au début des années 80, argué pour des politiques de démantèlement de l'aide sociale. Elles ont réussi, puisqu'en 1996, un président démocrate a aboli le droit à l'aide sociale aux États-Unis et l'a remployé par un programme de travail forcé pour les récipiendaires d'aide sociale. C'est le passage du welfare au workfare. Travail forcé dans des conditions dérogatoires au droit du travail et aux conditions de rémunération, etc. habituelles. Et après donc avoir défendu et argué pour le moins d'État en matière sociale et économique, ces mêmes instituts et les mêmes partis qu'ils soutiennent et les mêmes pays et les mêmes professeurs qui diffusent cette idéologie vont arguer avec en gros 10 ans de retard, vont demander plus d'État en matière policière et pénale. Et ce que je vais essayer d'arguer, de vous montrer, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre demander moins d'État d'un côté et plus d'État de l'autre. Il y a une cohérence, puisqu'en fait on fait passer le traitement social des inégalités et de l'insécurité qu'elles génèrent à un traitement policier et pénal. En gros, on fait passer la gestion, notamment des fractions précarisées de la classe ouvrière, de la main gauche de l'État, pour reprendre la terminologie de Pierre Bourdieu dans La misère du monde, de la main gauche de l'État, celle qui nourrit, celle qui éduque, celle qui aide, c'est l'aide sociale, le logement, l'éducation, la santé, à la main droite de l'État, la main qui punit, le policier, le juge, le gardien de prison. La réalisation de l'utopie néolibérale
ça n'est pas le moins d'État, ça n'est pas la disparition de l'État, c'est le moins d'État en matière économique et sociale, c'est le laisser-faire et le laisser-passer en matière de travail, en matière de régulation du marché du travail, en matière de mobilité des capitaux, mais c'est de l'autre côté plus d'État, un État intrusif et paternaliste, un État qui se traduit par une réduction, voire une privation des libertés, du côté notamment de ceux qui sont condamnés au salariat précaire. Et le véritable enjeu des bêtises qu'on entend aujourd'hui dire autour des violences urbaines, etc., ce n'est pas la délinquance. Le véritable enjeu de ce nouveau discours sur la sécurité qui monte, c'est de légitimer le passage d'un traitement social à un traitement policier et pénal de la misère, traitement policier et pénal de la misère dont le but est de normaliser et de faire accepter le salariat précaire, de même qu'à la fin du XIXe siècle, il a fallu une révolution culturelle et institutionnelle, le travail social par exemple, pour imposer la forme salariat. Aujourd'hui, il faut une réforme mentale, culturelle et institutionnelle pour imposer le salariat précaire comme l'horizon normal du salariat pour les classes populaires, et la montée de cet État libéral paternaliste, libéral pour les classes aisées, libéral pour les employeurs, paternaliste pour les classes populaires et notamment pour les fractions précarisées du nouveau prolétariat des services. Eh bien, c'est ça la figure de l'État qui est là aujourd'hui pour permettre l'avènement de cette nouvelle économie. Quand vous entendez nouvelle économie, et demandez à la personne qui vous parle de cette nouvelle économie qui nous vient d'Amérique, de quelle nouvelle économie parle-t-il? De la nouvelle économie de Microsoft, des ordinateurs et de l'Internet, ou de la nouvelle économie des pénitenciers et de Corrections Corporation of America? Merci. Vous tournez beaucoup trop. C'est vrai que vous tournez beaucoup trop. C'est pas sain, quoi. C'est pas sain. Non, c'est ça. Bon, ça peut être bien psychologiquement, tout ça, mais. Bah, c'est aussi une manière d'éviter de s'enchaîner au travail qu'il faut faire. Oui. C'est une technique de procrastination comme une autre. Oui, d'accord, bah, c'est pas bien. Quoi. C'est pas bien. Maintenant, il y a urgence. Dans les 3 ans qui viennent, il faut faire 3 livres, il n'y a pas à chier. Quoi. Ouais, voilà, hein. Bon, alors, je sais, on a commencé un acompte. Oui. Non, en fait, vraiment, ça aurait pu être beaucoup mieux. Vous auriez pu faire beaucoup plus rapide, à partir du cours, petit bouquin, comme moi j'ai fait de la télévision, quoi, tout petit, tout léger, etc. Et puis un deuxième livre qui aurait pris un peu plus de temps, qui aurait été comme ça. Enfin, celui-là, il est un peu bâtard. C'est un livre de combat qui a de la lourdeur scientifique. Alors que peut-être il aurait fallu faire un tout petit peu plus. Un petit peu moins, voilà. Tant pis, c'est comme ça. Mais là, c'est pour ça que pour les délais, parce qu'une manière de vous tenir, c'est les délais. Par exemple, la zone, si vous n'avez pas les délais, l'introduction va devenir 150 pages. Ouais. Et après, c'est plus le petit livre que ça doit être. Non, puis je me rends compte, moi-même, je me mets des espèces de critères complètement débiles, quoi. La zone, il aurait même dû être fait depuis 1994. Mais bon, on apprend petit à petit. C'est le métier qui rentre. Oui, mais vous voyez, le temps passe en même temps. Vous voyez, c'est ça. Non, c'est vrai, le temps passe. Il faut pas. Dieu sait que je ne veux pas vous emmerder, mais c'est vrai que c'est pas. Après, vous allez faire des paniques, vous allez dire... Voilà. Non, mais maintenant, en fait, maintenant, je me rends compte que j'ai plus qu'une chose à faire, il faut que je m'assoie et que j'écris des livres. Je ne vais pas écrire 100 articles de plus. Ça ne présente aucun intérêt. Il faut que pendant 1 an, vous ne fassiez que ça. Non, vraiment, c'est chiant à dire, mais... qu'au moins la phase de rédaction sérieuse, quoi, il faut 3 mois où on fait que ça. Voilà. Parce que c'est des séries, des milliers de petites décisions, je mets ça, je le mets là, je mets là, mais si je mets là, je mets là. C'est ça. Bon, et ça, il faut penser qu'à ça, quoi. Moi, je sais que par exemple, les grands livres, j'ai fait tout ça. C'est très souvent, tout le travail empirique qui a été fait, et c'était en général pendant l'été, qui était très long, je partais de juin jusqu'à fin septembre. Bon. Et je faisais pas que ça, je jouais au tennis, j'allais à la piscine, je faisais des trucs, etc. Mais au fond, je n'avais que ça à penser, quoi. Et souvent des trucs de rien du tout, de changer un sous-titre par exemple. Bon.
Parfois, vous êtes bloqué ou de dire, mais ça, je crois que c'était une partie, en fait, c'est un chapitre, ça semble rien. Mais on peut être complètement. Des trucs, tout le temps, ces espèces de trucs obsessionnels, quoi. Et donc, si vous interrompez avec un voyage, un truc comme ça, c'est pas possible, ça débranche. Il faut reprendre, moi je sais pas, 15 jours, quand la coupure est forte, moi je revois, j'ai tout oublié. Non, il faut relire de on ne comprend pas pourquoi on est arrivé dans ce... Oui, d'ailleurs, ce que je fais quand je m'interromps, même le soir pour le matin, que je suis au milieu d'une phrase, j'écris quelques lignes pour la transition, parce que ça m'est tellement arrivé de ne pas savoir finir une phrase que j'ai commencée, par exemple, à l'intervalle de bon. Or, a fortiori, 8 jours, quand c'est 8 jours, c'est, je sais pas, 3 conférences. Ouais, puis c'est des conférences sur d'autres sujets. Voilà, sur le sujet, 15 personnes différentes, 3 langues, bon, voilà. Ça vous fait un effet absolument incroyable. Donc, voilà. C'est pour ça, je pense que là, il faut que vous ayez 2 années. Mais je pense que l'an prochain, quand je rentre de New York à Berkeley, je pense que je vais rester l'année civile entière à Berkeley, y compris l'été. Y compris l'été, parce que je veux finir tout, y compris la boxe cette année-là, après pour entamer quelque chose d'autre. Pas traîner ses casseroles. Et je crois que c'est important que vous ayez un livre en février, un vrai livre important. Et il faudrait pour 2001 la boxe, et puis 2002 le ghetto, je sais pas, le bilan, quoi. Tout le truc sur l'Amérique, quoi. Enfin, je pense que j'aurais fini avant ça. Il faut. Monsieur Bourdieu, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous l'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Nein, hört sie nicht. Du darfst nicht so laut sprechen, sonst geht deine Stimme über mein Mikro in Gras Ohr. Bien, ma collègue me dit qu'il faut que j'essaye de parler moins fort pour qu'il n'y ait pas trop de ma voix dans l'oreille de Gutagras via son micro. J'ai l'impression. Rapprochons tout doucement du moment. J'ai une question là que j'aimerais vous poser, ce que j'ai remarqué, et ça fait peut-être partie de la discipline des sociologues. Il n'y a pas d'humour dans ces livres. Par exemple, le comique de l'échec, qui, dans mes histoires, joue un rôle important. L'absurdité qui résulte de certaines confrontations, tout cela ne se trouve pas dans le livre. Entendons-nous bien. Quand je dis comique, je ne veux pas dire que le comique et le tragique s'excluent mutuellement. En fait, les frontières entre ces deux domaines sont toujours très floues. Mais aujourd'hui, nous ne l'analysons plus avec les valeurs des Lumières. Oui, mais mon impression, c'est que c'est ce sentiment que nous avons d'avoir perdu la tradition des Lumières est lié au renversement de toute la vision du monde qui a été imposée par la vision néolibérale, qui est aujourd'hui dominante. Je pense que ici en Allemagne, je peux employer cette comparaison. Je pense que la révolution néolibérale est une révolution conservatrice, au sens où on parlait de révolution conservatrice en Allemagne dans les années 30. Et une révolution conservatrice, c'est quelque chose de très étrange. C'est une révolution qui a l'air qui rétablit le passé, qui revient au passé et qui se présente comme progressiste. On transforme la régression en progrès. Si bien que ceux qui combattent cette régression ont l'air eux-mêmes régressifs. Ceux qui combattent la terreur ont l'air eux-mêmes terroristes. Je pense que c'est une chose que nous avons subie en commun. Nous sommes volontiers traités d'archaïques, en français nous disons ringards, arriérés. Dinosaures. Voilà, dinosaures, voilà, exactement. Dinosaures. Et c'est ça la grande force. Même ce que vous dites, vous voyez, je crois, je me permets de dire ça, participe enfin de
de l'idée. On nous dit, vous n'êtes pas drôle. Mais l'époque n'est vraiment pas drôle. Et vraiment, il n'y a pas de quoi rire. Il n'y a pas de quoi rire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que nous vivions une époque drôle. Simplement, le rire sarcastique, sardonique, diabolique qu'on libère avec les moyens de la littérature, c'est aussi une façon de protester. Mais revenons à ce que vous disiez tout à l'heure au sujet de la révolution conservatrice. Ce qui se vend aujourd'hui sous le label néolibéralisme, ce n'est rien d'autre qu'un retour aux méthodes du libéralisme de Manchester du 19e siècle. On croit pouvoir remonter le cours de l'histoire, non sans raison. Oui, mais la force de ce néolibéralisme, c'est qu'il est mis en application, au moins en Europe, par des gens qui s'appellent socialistes. Et que ce soit Schröder, que ce soit Blair, que ce soit Jospin, ce sont des gens qui invoquent le socialisme pour faire du néolibéralisme. Et ça rend l'analyse et la critique extrêmement difficile, parce que là encore une fois, tout est à l'envers. Tout est à l'envers, et comment dire, la critique... En fait, il y a une véritable capitulation face à l'économie. Aujourd'hui, l'État est dessaisi de son pouvoir à un point dont les anarchistes n'auraient jamais osé rêver. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour viendrait dans ma vie où je me mettrais à revendiquer plus d'État. Mais c'est la réalité. Et je suis maintenant dans une situation tout à fait étrange, puisque je me vois obligé de demander qu'on donne davantage de responsabilité à l'État et qu'on lui permette de jouer son rôle de régulateur. Là, c'est typiquement ce type de renversement dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes amenés, paradoxalement, à défendre des choses qui ne sont pas complètement défendables. Est-ce que nous pouvons nous contenter de dire qu'il faut revenir à plus d'État? Il me semble que pour ne pas se laisser enfermer dans l'effet de révolution conservatrice, il faut dire qu'il faut inventer un autre État. Parce que sinon, on va vous dire, mais vous revenez en arrière. Voilà, nous avons terminé. Ça y est. C'est comme dans un avion charter après l'atterrissage. Bon, très bien. Oui, alors il faudrait l'écrire. Est-ce que je peux le faire? Bon, oui. Bon, est-ce que je peux le faire? Je ne crois pas. Je parle depuis 1 heure, c'est ça? Presque. Encore 10 minutes. Non, encore 10 minutes. Oui, bon, il faudrait revenir, j'ai dit là, une chose comme ça en passant très vite, qu'il faudrait réfléchir sérieusement sur ce que c'est que local, localisation, délocalisation, mais je ne peux pas le faire. Le faire dans le détail avec mes notes, ça serait très long, et dégager l'idée centrale, ce n'est pas sain. Non, voilà, et pardonnez-moi. Voilà. Non, ce qui est bête aussi, c'est que j'aurais dû prendre une demi-heure pour relire mes notes avant. Oui, voilà. C'est ce qu'on avait prévu. Normalement, vous seriez allé à l'hôtel. Hein. J'ai été pris au fond jusqu'au bout. Et oui. Alors quand on a des vieilles notes comme ça, qui sont... Oui. On fait comme ça. Mais pour tout ça, vous êtes très très bien débrouillé. Et dans la discussion, ça marchait très fort. Alors, donc, le tout est vraiment une réussite. Tellement gentil. Alors, l'équipe. Oui. Non, ils vous attendaient. Hein. Oui. Non, mais pour cette petite ville. So, because when the linguistic turn came, I went straight ahead.
dur et devrait mourir. C'est dur de mourir au printemps, l'espoir pleure la paix dans l'âme. Moi j'ai pris le 5e pour pas déplaire au sociologue qui dit que les femmes mangent des poissons. Non, c'est pour monsieur. Je regrette que c'est pour moi. Ah pardon. Il a insisté. On cherche un titre de film pour le portrait de Pierre Bourdieu, on cherche un titre de film. Comme ça au pied levé. Hein. Moi je sais pas, je trouve qu'il y aurait quelque chose à dire sur le regard. Il faudrait trouver quelque chose avec le regard parce que je trouve que s'il a un regard malin futé, c'est tout dans à l'école toujours parce que je me faisais tout le temps punir parce que j'étais insolent en fait c'était mes yeux qui me faisaient punir tout le temps. C'est ça le sociologue, c'est le regard. Il faudrait trouver quelque chose avec le regard. Ça veut plus au bateau. Oublie. Oh non, c'est Sartre ça. Ni vu ni connu. Ouais, mais la suite n'est pas terrible, je t'embrouille, c'est pas bien. Ce soir c'est un peu... Mais c'est pas... Mais... Je veux pas ça. Ce soir c'est je t'embrouille. Le curé devrait mourir. C'est dur de mourir au printemps. L'espoir pleure la paix dans l'âme. Car vous êtes son confident, je sais que tu prends l'histoire. Bah écoute, tu sais, nous, dans les discussions qu'on a ici avec les paysans, notamment là on a discuté pas mal avec les paysans indiens qui sont là avec nous, ceux pour l'instant qui ont détruit le plus de multinationales agrochimiques, ce sont les paysans indiens. Ils s'en sont pris à Cargill, ils s'en sont pris à Monsanto, ils s'en sont pris à des multinationales à bouffe comme, comment ça s'appelle, Kentucky Chicken. En fait, eux ont une critique très radicale du productivisme en agriculture. Et donc ils ont une vision très écolo, au sens où l'écologie politique est liée à la production. Dans le domaine de la malbouffe, vous avez réussi à bien faire comprendre le lien qui pouvait exister entre l'économie financiarisée, disons, et notre assiette. Mais dans d'autres domaines, José Bové, dans le domaine de la santé par exemple, est-ce que tu trouves à Seattle des mouvements qui ont réussi comme ça à faire ce lien? José, excusez-moi. Bourdieu. Alors, au niveau de notre génération à nous, c'est qu'on nous a orientés dans les années 70 dans des métiers dont les conseillers d'orientation et certains professeurs étaient au courant qu'ils étaient amenés à disparaître. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens de 30, 35 ans qui se retrouvent avec des CAP de fraiseurs, mais qui servent absolument à rien. Vous parlez de la nouvelle génération, mais c'est pareil. Je veux dire, pour nous, l'an 2000, on entend le bug, on entend, la décroissance du chômage, on entend des termes comme la civilité. C'est des termes pour nous qui sont, mais vraiment, on a l'impression vraiment qu'on est dans une planète, mais 20 milieux sous la terre, quoi, pas sous la mer. Oui, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Pardon, je vous demande de ne pas applaudir parce que la vérité ne se mesure pas à l'applaudimètre. D'accord? Bon, ça vous garderez ça pour la télé, ça vraiment. Non, mais c'est pas à vous que je m'adresse. Qu'est-ce que ça veut dire, médiatique? Vous savez bien ce que ça veut dire, la preuve. Regardez le Monde qui est là ce soir. Non, là, c'est pas sérieux, ça. Madame, comme je suis sujet et objet de tout ce que vous dites, ça m'est difficile de répondre. Mais c'est évident, si être médiatique, ça veut dire attirer beaucoup de gens le soir quand on vient, on va fourrer. Bon, c'est pas ça, être médiatique. Être médiatique, c'est être tous les jours dans les médias. C'est être l'instrument, voilà, merci monsieur, c'est être l'instrument des médias, le serviteur empressé des médias, qui dit dans les médias ce que les médias demandent aux intellectuels médiatiques de dire, c'est-à-dire de ne rien dire souvent, de parler pour ne rien dire, de parler pour donner des fausses explications, de dire ah oui, encore une émeute, on va le fourrer, c'est je sais pas quoi, bref, voilà. C'est dire des conneries, avec autorité, avec assurance, etc., et être payé pour ça, être invité pour ça, etc. Bon, c'est ça, être médiatique.
Bon, voilà, D'accord. D'accord. Alors, attendez, moi, je voudrais dire. Je voudrais dire un mot quand même. Non, attendez. Il y a un problème, je voudrais quand même dire un mot. Je suis désolé, ce soir on a un débat intellectuel, Mounir. Non, je suis désolé, on a un débat intellectuel ce soir, effectivement, c'est-à-dire qu'on réfléchit ensemble. Donc pour moi, intellectuel, c'est pas un mot péjoratif, déjà, première chose. Donc, moi j'aimerais qu'on essaye d'avoir. Moi, franchement, je suis un peu. Non mais attends, Mounir, c'est pas compliqué de se mettre dans une salle et de se payer Bourdieu et de s'en faire une médaille ensuite. Je sais que tu es capable de le faire, d'ailleurs tu as commencé. Attends. Alors vas-y, attends. J'aimerais dire 3 mots pour qu'on essaye de poursuivre cette... Non, une seconde, ne levez pas la main tout de suite, je vais essayer de dire 3 mots. Je voudrais dire juste 2 mots. Moi j'aimerais qu'on... Moi je suis un peu déçu par une chose. C'est que le thème du débat, c'est effectivement une réflexion avec Bourdieu sur les inégalités face à l'éducation et à la culture. On a commencé à parler par rapport à l'éducation. Je pense qu'il y a plein de choses à dire également là-dessus. Moi, ce que j'avais envie, moi j'aurais espéré que Mounir et un certain nombre d'autres gens disent un certain nombre de choses là-dessus. Pas se paye pour Dieu, mais disent un certain nombre de choses sur les inégalités. Non mais attends, tu peux écouter une seconde, je te parle même à toi là en ce moment. Moi j'aurais aimé que toi tu nous dises des choses, intéressantes, que tu nous dises des produits de ta réflexion qui est réelle depuis des années. Je suis pas venu ici pour ça, je suis venu pour entendre l'explication de sociologue. Bon. Alors moi je pense qu'il y a d'autres gens dans la salle qui ont des choses à dire sur les problèmes d'inégalité face à la culture et à l'éducation et qui aimeraient confronter ça avec effectivement quelqu'un comme Pierre Bourdieu. Mais pas en se le payant comme on a fait là, ça sert à rien. Alors, qui voudrait intervenir? Oui. C'est dur de vivre dans un contexte qu'on a connu, parce que les inégalités sont arrivées à partir du moment où notre environnement a changé. C'est-à-dire nous, on est une génération, moi je suis de 67, donc nous on a quand même des souvenirs d'enfance qui sont précis, que les jeunes maintenant n'ont plus, parce qu'ils n'ont plus cet espace, ces espaces vitaux qui étaient là, naturels, de terrain vague, tout ça, et que des gens sont venus, ont fait des travaux, sans soucier que là, nous, on avait toute notre jeunesse, et ils viennent, ils construisent des trucs, où maintenant on fait la queue pour retirer 100 francs, ou je sais pas, des bons alimentaires. Ça, je pense que tous les jours on est insulté, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui savent ça, mais qui disent rien, quoi. Et qui sont conscients de tout ça, et donc qui entretiennent ça les arrange, de dire oui, vous savez, je travaille dans la zone franche, c'est très dur. Mais en fin de compte, ils font pas le poids. La preuve, on a des profs on nous ramène des profs qui ont 20, 22 ans. On leur a déjà couvé le crâne. Si vous voulez être muté, vous pouvez passer dans la réserve, faire vos classes. Et après, vous pourrez aller dans votre Toulouse natale, ou dans votre, je sais pas, Cantal, ou je sais pas où. Ils arrivent, ils sont stressés comme ça. Et ben, les gamins, ils sont pas dupes, ils sentent tout ça. On demande des lieux culturels, on nous répond par un grand hôtel de police, avec des statues, soi-disant, pour dire qu'eux aussi sont dans la culture. Mais si vous enlevez ces statues, là, vous savez pas ce que vous allez voir. Vous allez voir que l'hôtel de police et l'agressivité qu'il représente. Je sais pas, non. Vraiment, il y a des gens qui entretiennent vraiment notre décalage. Ça sert à rien, Bourdieu, il est là. Bon, lui, il peut parler de Seattle, et puis, paf, il revient là. Nous, qu'est-ce qu'on connaît de Seattle? Les gens, ils souffrent pour comprendre l'euro. Paf, on leur envoie l'an 2000. L'an 2000, qu'est-ce que ça va nous ramener? Franchement, qu'est-ce que ça va nous ramener? On nous ramène des marchés, tout est à 10 francs. On nous ramène des sandwichs, tout est à 10 francs. Vous valez 10 francs. On est une consommation bradée. On nous brade tout le temps, quoi. Tu vois, on nous brade. On nous met des œufs. Où vous avez vu ça? 60 œufs à 20 francs. Alors qu'on parle de salmonelle, on parle de tout. Mais les gens ici captent pas tout ça. Il y en a qui vont capter que nous on capte pas. On parle maintenant pour sortir. Moi je parle des inégalités, de ce que j'ai vécu localement. En plus en tant que travailleur social, j'ai contribué là où vous êtes assis, là même. C'est nous-mêmes qui l'avons construit. Et tout le temps il était vide parce que les gens avaient peur de venir au Val-Fouré. Maintenant Bourdieu est là, tout le monde est là. Donc je dis que les inégalités, et d'ailleurs c'est pas une coïncidence, nous, les banlieues, de toute façon c'est dur à dire, on est une richesse, mais franchement vous avez déjà eu nos parents, nos grands-parents, mais avec nous, il faut que ça cesse, quoi. Franchement. Parce que là, on a tout subi, tout, les bavures,
les avocats d'office. Nous, on n'a que des avocats d'office, on est grillés d'office. Voilà, direct. Alors on nous montre que Papon, lui, il a niqué des gens, excusez-moi l'expression. Comment ça encore, faut encore lutter pour lui. Comment voulez-vous, nous, qu'on croit à quelque chose? Vous voyez? Nous, on dit maintenant que la justice, elle assure que la paix de nos gardiens, quoi. Et c'est vrai, combien de bavures, que des coïncidences. À Mantes, il était mort sur la nuque. À Saint-Denis, pareil sur la nuque. À Trappes, sur la nuque. Mais attendez, qui nous défend là-dessus? Personne. On a eu des mouvements, ils ont été récupérés. Pour répondre à votre question, parce qu'ils ont été récupérés. C'est facile ici. Dans nos banlieues, il y a un RG au mètre carré. On ne peut rien faire. Les flics, ils vous sortent vos surnoms même. Ils savent tout sur nous. Et nous, quand on veut prendre, quand nous-mêmes, maintenant, on se retrouve esclaves, prisonniers de nous-mêmes. C'est-à-dire, on veut prendre la caméra, on veut prendre un appareil photo pour faire quelque chose, pour montrer la vérité. C'est les mêmes de chez nous qui nous disent « Mais toi, pourquoi tu prends ça ?» Alors que les autres sont tout permis avec nous. Nous, la foi à l'envers depuis longtemps, quoi. Maintenant, je pense qu'il faut la prise de conscience. Donnez-nous une vraie éducation. Ramenez-nous des gens de qualité qui ne viennent pas seulement pour se faire mousser, quoi. Et prendre ce qu'ils vont apprendre. Et quand ils sont de l'autre côté de Mantes-la-Jolie ou de Saint-Denis, eh ben vous savez, moi j'ai travaillé dans les banlieues, c'est dur et tout. Il y en a plein comme ça. Je les ai côtoyés. Ça fait 10 piges que je bosse dans l'animation. Et je suis sorti dégoûté. Voilà, quoi, j'ai fini maintenant. Si vous voulez parler à Bourdieu, c'est pas Dieu, c'est Bourdieu. Pas se tromper. Par rapport à tout ce qu'il a dit, il y a beaucoup de vrai, mais il y a une chose que je trouve fausse et que je voudrais te dire, Saïd, c'est que ce centre culturel, il n'est pas fait, quand tu dis vous êtes gentil de venir quand Bourdieu est là, mais c'est vite pendant les programmations. Je peux vous dire que c'est vrai, hein. Quand vous venez regarder un film et que vous êtes 2-3 ici, la salle elle est vraiment très grande. Mais c'est pas à eux de venir, hein. C'est pas à ces gens-là de venir. C'est à nous de venir, c'est aux gens du quartier ici de venir. Quand Mounir appelle Bourdieu José, il le connaît pas. Mais c'est normal. Pourtant, Mounir, je peux t'assurer que non, Saïd, je t'ai répondu par rapport à ta question. Quand tu disais aux gens de venir, c'est pas à eux de venir, c'est à nous de venir. C'est à nous de nous bouger, c'est à nous de faire les choses. Faut pas attendre que les autres les fassent pour soi. Et la différence, nous, c'est qu'on doit faire toujours des efforts et des concessions. Quand t'as pas le choix, faut les faire. Excuse-moi, quand on va à Paris, si nous n'étions pas artistes, il y a des lieux, jamais on serait rentrés. Franchement. Eux, quand ils viennent, ils se permettent tout avec c'est un constat. Maintenant, tu le prends à ton niveau. Mais moi, j'en ai marre d'aller à Paris, de me faire recaler, tu vois, et de voir à l'encontre à l'inverse. On fait des efforts, mais nous, on nous demande de faire trop de concessions. Tout le temps. Tu vois, pour aller à l'école, il faut aller en ZEP. Je vois pas pourquoi j'irai en ZEP à l'école. C'est une zone d'éducation prioritaire. Mais oui, après, zone d'éducation prématurée. Parce qu'on attend trop après les autres, Saïd. Faut qu'on se prenne en charge. Non. Ok, Saïd. Je voudrais juste dire à Mounir, là ça donnera une bonne... Éviter les dialogues. Oui, c'est pas seulement un conflit d'idées là, c'est vraiment pour... Il y aura une question après. Ça c'est une bonne image à donner à Bourdieu, quoi. Mounir est un des acteurs sociaux les plus actifs du quartier. Et pourtant il vous connaît pas. Mais oui, mais pourtant t'aurais beaucoup de choses à apprendre de lui, Mounir. Mais oui. Mais lis quelques-uns de ces bouquins, je peux dire qu'il pourrait t'aider dans ta réflexion et dans tes... Ah ouais, mais faut qu'il relance le débat. Ok. Bon, pour continuer et pour poser une question... Voilà, pose la question parce que sinon on s'en sort pas dans le quartier. On a dit qu'il y avait des sociologues qui étaient incompétents et d'autres qui étaient compétents. D'autres qui faisaient partie. Mounir, attends. Tout est une question d'argent. Pour certains, nous sommes boucs émissaires, pour d'autres, nous sommes un alibi. D'accord? La mer! Il nous reste au maximum un quart d'heure de débat. Donc, non, une seconde, je vais te donner la parole. Une seconde. Non mais, depuis 5 minutes, vous parlez entre vous, c'est inaudible pour tout le monde. Alors arrêtez votre... On poursuivra la discussion dans le hall tout à l'heure. Il nous reste un quart d'heure de débat. Tu poses une question. Et Pierre Bourdieu répond, et on termine, on prend peut-être une dernière, et après c'est terminé. Parce que voilà, parce qu'on va s'arrêter bientôt. D'accord, c'est un débat avec Bourdieu, mais c'est aussi un débat entre nous. Je crois qu'on peut peut-être... J'ai bien compris. Je crois que depuis tout à l'heure, on est en train d'asséner des préjugés qu'on a hérités justement de l'éducation qu'on nous a inculquée, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça qui crée des inégalités. On est là justement
pour essayer de démystifier tout ça. Il n'y a pas ici quelqu'un qui a des solutions et qui va dire qu'il faudrait faire ceci, ceci, ceci. C'est bien de dire voilà, on a vécu cela, cela, mais il ne faut pas non plus incriminer les gens, parce que c'est pas lui. Moi, vous parlez ? Non, je parle en général. J'incrimine personne, je donne un constat, j'aimerais bien un peu qu'il me réponde, s'il te plaît. Ce qui s'est dit, enfin, je ne sais pas si je dois dire ça, m'a beaucoup intéressé. Je pense que si, peut-être que je me trompe, enfin si au moins ma venue a servi à faire sortir ces choses qui se sont dites, c'est déjà pas mal. Voilà. Et alors je ne sais pas si j'ai été l'occasion, le déclencheur, etc. Mais enfin en tout cas, je suis très content d'avoir entendu un certain nombre de choses qui sont à la fois très contradictoires les unes avec les autres, très conflictuelles entre elles, et pourtant toutes intéressantes et toutes importantes. C'est ça que j'ai entendu. En particulier ce qu'a dit Saïd, bon, il y a énormément de vrai. Ça lui a été dit par un autre. Bon, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il a dit. Quand il dit, comment dire, enfin, en gros c'est toujours dissymétrique, c'est toujours à nous de faire des concessions. Il y a des choses, à mon avis, très très importantes. Bon, alors, ce qui fait problème, me semble-t-il, dans ce qu'il a dit, c'est la conclusion pessimiste. Donc, et là, je m'adresse à lui. Pourquoi conclure de manière très pessimiste, et pourquoi ne pas entendre ce qui a été dit là, à ma gauche? Bon, mais c'est à nous de nous bouger, c'est à nous de nous bouger, bon, j'ajouterais collectivement, c'est à nous de mobiliser, bon, et peut-être qu'il faut faire des concessions entre nous pour avoir moins de concessions à faire à ceux qu'il faut combattre. Bon. Alors c'est pas du tout pour prêcher la fraternité à tout prix. Bon, il y a des conflits partout, il y en a ici, et je pense que ces conflits sont en partie l'expression ou la conséquence de l'oppression que les gens qui ont parlé subissent. Et qui, bon, le paradoxe, enfin ça c'est vieux comme le monde, enfin, les dominants divisent les dominés. Et ils n'ont même pas besoin de chercher à le faire. Donc, on dit diviser pour régner, ils n'ont même pas besoin de chercher à le faire. Bon, les intérêts conflictuels, les antagonismes, les préjugés, quelqu'un a dit très justement que ce sont des préjugés qui s'expriment. Je suis désolé, je pense que celui qui a dit ça avait vraiment raison. Bon, alors préjugés, nous sommes tous pleins de préjugés, hein, et le travail, enfin je pense que si le travail du sociologue est difficile, c'est parce qu'il a lui-même des préjugés, qu'il fait autant de travail contre ses préjugés que contre les préjugés des autres. Enfin, bon, alors moi j'étais très touché par ce débat, et au fond, alors peut-être que je suis heureux que ce débat ait eu lieu, voilà. Peut-être, mais là, ça c'est optimiste, peut-être que ça pourrait être le début. Enfin, quelqu'un a dit très méchamment contre moi à propos du rôle que j'ai joué dans un conflit récent à France Culture, enfin j'étais pas nommé, mais enfin c'était facile de le reconnaître, que j'avais lancé un certain nombre de spécialistes de l'agitprop à France Culture. Alors pour les jeunes qui ne savent pas, agitprop, ça veut dire agitateur professionnel. C'était des gens qui étaient chargés d'aller dans le peuple pour prêcher la révolution. Hein. Et voilà, alors si j'ai fait un tout petit peu d'agitprop, en toute modestie, ce qui était un peu mon intention. Voilà. Et si ça a un tout petit peu réussi, je serais très content. Voilà. Alors, un des problèmes est de savoir comment continuer l'agitprop. Est-ce qu'il faut créer une association? Est-ce qu'il faut créer un lieu de discussion? Comment continuer cette discussion? Alors, de cette façon, c'est trop facile. Bourdieu, il sert de bouc émissaire, ça c'est classique. Enfin, on veut tuer l'analyste. Bon, alors c'est facile, on fait un peu de malin sur son dos, on se fait remarquer, etc. Bon, mais Bourdieu parti, si les faits qui s'est produit ce soir pouvaient se continuer et que l'agitprop devienne autogéré, et que les agités deviennent agitateurs, agitateurs d'eux-mêmes d'abord. Et voilà, ça serait, je serais vraiment content, j'aurais pas été complètement inutile. Voilà, bon. Et alors évidemment,
je pense que ça ne serait pas inutile. Alors, on a dit beaucoup de mal des sociologues, mais à juste titre. Bon, il y a des gens, d'ailleurs, je ne sais plus qui a dit, les travailleurs sociaux sont eux-mêmes complices, mais tout ça, je peux vous dire, dans les travaux que nous faisons, ici je ne le dirai pas, parce que malgré tout, le travail des travailleurs sociaux n'est pas rigolo tous les jours, mais il est certain que les travailleurs sociaux sont dans un rapport très compliqué avec les gens sur qui ils travaillent, ça nous savons très bien. Dans un rapport de mauvaise foi, bon, si vous lisez encore La misère du monde, il y a des témoignages pathétiques de travailleurs sociaux qui savent très bien qu'ils ne servent à rien et qui passent la moitié de leur temps à se faire croire qu'ils servent à quelque chose. Bon, hein, et autant que le faire croire aux gens qui sont chargés de le faire croire. Hein, il y a beaucoup de professeurs qui savent qu'ils ne servent à rien, etc. Bon, alors, voilà. Moi, je vous donne des réactions naïves, mais j'ai été vraiment touché. Peut-être que ça ne sera pas simplement un feu de paille et que cette salle ou une autre pourrait devenir le lieu voilà, où il faut qu'on se prenne en charge. Alors, bon, c'est un peu moralisant comme discours, mais il faut qu'on se prenne en main, et il faut qu'on se mobilise. Bon, hein, et moi, je m'appelle, enfin, il n'y a pas longtemps, à la fin d'un débat comme ça à Strasbourg, il y avait des syndicats allemands, etc., un truc du type de ce que j'ai décrit. Bon, il y avait 4 jeunes beurs dans la salle qui ont interpellé, mais ça ne sert à rien, mon grand-père, mon père est venu ici, l'exploitation, etc. Bon. Et bon, je leur ai dit, mais enfin, pourquoi pas un mouvement immigré de tous les pays, mobilisez-vous. Bon, alors, ça détonnait, hein, ça ne se dit pas dans une faculté, etc. Bon, voilà, alors, je lui ai dit, mais pourquoi pas alors, vous me direz, mais c'est pour ça que la seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord dans la description qu'a faite Saïd, c'est la conclusion pessimiste. Voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de raison, un peu... Oui, d'accord, la conclusion était un peu pessimiste, il faut être honnête. Oui, non, d'accord, mais le constat... Alors où vous êtes là... Non. Alors où vous êtes, c'est un constat pessimiste. D'accord, non, attendez. Non, d'accord. D'accord, mais je suis d'accord, mais ça, je nie pas ça. Je dis le constat est pessimiste à juste titre, mais la conclusion qui était un peu... En tout cas, c'est ce que j'ai entendu... Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, etc. Ça, je pense que c'est pas vrai. Voilà, je pense que c'est pas vrai et que même, alors ça c'est un truc classique, enfin, les structures les plus bidons, les structures de manipulation, les structures de gestion, les structures d'encadrement, etc., peuvent être détournées, peuvent être retournées. Enfin voilà. Bon, mais là, je ne suis pas non plus pour prêcher la révolution. Les deux dernières questions. Oui, deux dernières questions et une conclusion de Pierre Bourdieu. Le politique a le dos bien rond là ce soir, parce que l'ensemble des commissions, quand elles sont mandatées ou missionnées par les politiques, il y a toujours un sociologue qui est à l'intérieur. Le politique prend en fait, je veux dire, l'essence même de ce que vous pouvez vous apporter lors de vos rapports. Donc ça c'est la première chose que j'avais envie de dire, parce que bien souvent, le sociologue, pour moi, en tant qu'habitant de quartier, c'est plus un psychiatre de banlieue, quoi. À chaque fois qu'il y a eu un problème, enfin, excusez-moi, mais c'est le terme que nous on emploie. Alors, psychiatre de banlieue, ça c'est insultant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, il y en a peut-être, enfin, moi... On évite le dialogue. C'est comme ça qu'on vous perçoit. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Il est vrai que les sociologues sont... la catégorie des sociologues est une catégorie très diverse, dans laquelle il y a toutes sortes de gens. Les sociologues, contribuent peut-être à inspirer les politiques, ça serait trop beau. C'est pire que ça. Ils contribuent à fournir des cautions aux politiques. Ce qui est beaucoup plus grave. Alors, on parle des sociologues, je suis désolé, pour moi, ce n'est pas des collègues, ce sont des casseurs de métier, des jaunes. Voilà. Alors, je suis désolé, mais je suis obligé de dire ça, parce que sinon, je ne peux pas me solidariser avec ces gens-là. J'en ai rien à foutre de leur existence, ils ne me gênent en rien, sauf qu'ils peuvent légitimer une certaine révolte générique contre le discours des sociologues, et ils peuvent justifier un certain anti-intellectualisme. Bon, et ça, je suis désolé d'entendre l'anti-intellectualisme. Le mouvement ouvrier français a crevé d'anti-intellectualisme. Le mouvement ouvrier français a été fondé sur une espèce d'ouvriérisme qui autorisait
les dirigeants à être bêtes et à demander la bêtise au nom de la discipline de parti. Bon. Et bon, c'est pour ça que je suis obligé de me solidariser de ces gens, parce que c'est trop facile de dénoncer ces gens qui sont des jaunes, ce sont des jaunes, ce sont des je sais pas quoi, qui font semblant de faire un métier et qui en font un autre. C'est une sorte de police symbolique, des flics symboliques. Voilà, franchement, ce que je pense. Alors, je pense que parmi les facteurs explicatifs du fait que le mouvement social ne s'organise pas, il y a cet anti-intellectualisme. Et quelqu'un a dit, si tu lisais, bon, alors là, je suis désolé, je vais jusqu'au bout, si tu lisais un peu plus Bourdieu, peut-être que tu trouverais des choses, en particulier ça. En particulier des instruments pour comprendre ça. Et ça, c'est pas pour faire de la pub, j'en ai rien à foutre. Hein. Faites attention de ne pas laisser votre indignation légitime, 100 fois justifiée, vous aveugler et vous conduire à vous priver d'instruments de connaissance. Parce que moi, bon, quelqu'un a dit Bourdieu pourrait apprendre, c'est vrai. Je sais beaucoup de choses. Je travaille sur le Maghreb depuis les années où la plupart d'entre vous n'étaient même pas nés. Bon. Alors j'en profite pour dire le livre de Sayad, Abdelmalek Sayad, avec qui j'ai fait mes premiers travaux dans les années 60, qui vient de mourir l'année dernière, qui était un des plus grands sociologues de l'émigration, immigration. Bon, qui a publié un livre qui n'était pas un jaune, hein, qui a jusqu'à la fin de sa vie travaillé sur le terrain, écouté, fait des interviews magnifiques, qui savait écouter les gens, qui savait... donc on a publié un livre de lui qui s'appelle La double absence, dans lequel il analyse la condition des immigrés en faisant un effort, et je le dis parce qu'il est mort et qu'il m'a chargé de finir ce livre. Bon, il a écrit ce livre pour des gens comme vous. Bon. Alors si vous refusez ça, sous prétexte que c'est un intello qui emploie des grands mots, qui parle d'assimilation, d'intégration, vous êtes des cons, c'est pas possible. Voilà, je vous le dis, c'est pas possible. Je me permets de dire ça. Pas d'applaudissements. Je finis, non pas d'applaudissements. Bon. Alors Sayad, donc Abdelmalek Sayad, La double absence aux éditions du Seuil. Bon, c'est un livre aux 140 francs, c'est un peu cher, j'ai pas pu faire mieux. Bon, bref, c'est un homme qui avait une compréhension du cœur et de l'intelligence, hein, et qui parle enfin, qui peut peut-être permettre à des gens de récupérer la possession de leur propre identité historique, de la souffrance de leurs parents, de la souffrance de leurs grands-parents, de la souffrance de la langue, de la souffrance de la naturalisation, de la souffrance du naturalisé qui n'en a jamais fini avec l'origine, avec le stigmate. Vous ne m'avez rien appris, je suis désolé, j'ai lu Sayad, bon, je pourrais vous en dire, qui vous en apprendrez sur vous-même, je suis désolé. Alors, voilà, je me permets de dire ça avec arrogance, je m'en fous. Voilà. Parce que voilà. J'y crois. Parce que j'y crois. Voilà, parce que j'y crois et je crois que c'est vrai. Et bon, je ne vous fais pas des leçons pour votre bien, etc. Je n'ai rien à foutre. Mais ne vous privez pas de ces ressources intellectuelles sous prétexte que ça vient d'intellectuels. Voilà. Voilà. C'est pas une maladie d'être intellectuel. Bien, non, je crois qu'on va terminer. Hein, je crois, on avait. Je crois qu'on va arrêter là. Non, mais la discussion est. Une femme N'aurait aucune raison de ne pas se prolonger jusqu'à 2h du matin, et c'est impossible. Donc, non, mais je vous remercie tous, et continuons la discussion ensemble, et on se reverra. Comme c'est à nous. Comment? Mais oui, mais attendez. Alors... Merci encore, et puis voilà. Merci. Non, dis qu'il y a des livres. Merci. Bien, merci à tous. Merci à tous. C'était les deux dernières questions, je suis désolé, il est presque 11h. Et merci à ceux qui sont venus, merci à ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Et merci à Pierre Bourdieu d'être venu ici. Je crois que ça n'a pas été une soirée facile, mais je pense que ça n'a pas été une soirée inutile du tout. Bourdieu, je suis désolé, mais vraiment, j'ai pas pu tout dire. Non, mais c'était bien, c'était bien. Pour que les gens comprennent un constat. Non, c'était très bien. Donc moi, j'ai rien, franchement, c'est pour ça que j'ai dit, c'est vous êtes M. Bourdieu, pas Dieu. Oui, ben, c'est très bien, mais je suis d'accord, vraiment. Franchement, là, je suis pas du tout. Il doit pas être le premier à dire, à mon avis. Non, voilà, quoi. Non, ça, non, mais c'est bien de dire ça. Mais à un moment donné, bon, nous aussi, on se fasse écouter par des gens comme vous, qui ont peut-être une autre dimension, quoi, qui peuvent amener un écho de ce qu'on a dit, essayer tout au moins. Oui, non,
mais tout ce qui et de vous enrichir, de vous entretenir. Vous, ce qu'on a dit là, ça doit vous servir. Tout ce qui était dit était bien. Donc moi ce soir j'ai trouvé ce qui était dit était bien. Moi j'aurais bien aimé que ça continue. Où est-ce qu'on peut moi, quand on vous écrire 52 rue du Cardinal de Moine. Il faut qu'on y aille parce qu'ils vont vouloir fermer la salle. Ils vont fermer, on va se faire chasser. Bon écoutez, on verra comment on peut vous contacter, je vais me démerder tout. Je te filerai l'adresse, D'accord, Collège de France, je te file Saïd sans problème. Vous voir, on est en train de faire. D'accord. Mais en tout cas, moi j'ai merci monsieur. C'est gentil de vous dire. Nous aussi on essaie d'être des sociologues de Gouttière, mais on y arrivera. Sociologue de Gouttière, retenez comme ça, vous ne pourrez pas m'oublier comme ça. Je vais la placer celle-là. Voilà, sociologue de Gouttière de Saïd. Mon ami Saïd m'a dit sociologue de Gouttière. On a une vision de sociologue de Gouttière. Si ça revient un jour... Voilà, je vais parler Rastaman. Et Saïd a été percutant, le gars là. Très bien. C'est bien, là, voilà la réalité de la vie quotidienne. Oui, c'est parfait, c'est très bien. Non, c'était parfait. Tous, le garçon là qui a parlé, j'ai oublié son enfin, il y avait aussi le Aimé. Voilà, puis celui qui a dit à Saïd... Abdellah. Voilà. Abdellah. Tous, c'était très bien. Ouais. Moi, je pense que l'idée d'un mouvement social, c'est la seule façon. Il n'y a pas d'autre. Chercher. Non, c'est pas. Tant qu'on brûlera des voitures, on enverra des flics. Il faut un mouvement social qui peut brûler des voitures, mais avec un objectif. Ouais. L'avant-garde contre les machines. Mon hip-hop, délire sonore, sans que j'entends freelance tout tenir. Dans ma sauce meneur, rapide génère un cric bla. Pour voir ces génères, vénard aujourd'hui, je crée mon propre scénar. Pour que mes futurs gosses vivent pénal. Sans craindre le code pénal, le vieux de plus en plus vénal. Carte souvenir, tu sens la merde, c'est pénible. Une jeunesse sans cesse passée au crime brouillé. Responsabilité, enfin tout chaudé. Mon supérieur à tout autre flow, tout autre show, tout autre professionnel, opérationnel, méthode traditionnelle. Dans mes époques, faire l'obsessionnel, en mal, d'unité, cherche à communiquer. Dans mon perche à quitter, j'ai la petite cité. Garde cité, pense qu'il faut la quitter. Ouais, pense qu'il faut la quitter. La cécité, difficile de la quitter. Écoute ça, man. Ma sauce guidée par l'unité, je fuck l'individualité. L'État nous divise en quartiers, veut nous éparpiller, commence par dégager des sans-papiers. On tripe mal, mais nous jeunes on n'en tire que dalle.